Bienvenue dans cette deuxième partie de la rétrospective consacrée à Stephen Chow, le roi de la comédie hongkongaise. On s'était arrêté dans la première partie au milieu de l'année 1991 avec The Top Bet, la simili-suite spin-off de All for the Winner. Et donc on va continuer à explorer l'année 1991, qui a été une année très fournie pour Stephen Chow, avec un film qui s'appelle Fist of Fury 1991, réalisé par Rico Chu. Alors, Fist of Fury 1991, en fait, c'est à nouveau, tout comme The Top Bet, quelque part, une sorte de variation, remake de All for the Winner. On a le même principe, à savoir un immigrant de Chine continentale qui se retrouve à Hong Kong, qui dispose d'un espèce de super pouvoir. Alors ici, c'est pas des pouvoirs psychiques, c'est une force herculéenne, une force incroyable par rapport à la normale, une sorte de One Punch Man en quelque sorte, si on veut trouver un équivalent du côté du manga et de l'animation. Et il va rencontrer une galerie de personnages, il va tomber amoureux, il va y avoir d'autres personnes qui vont vouloir l'exploiter, ce genre de choses. Enfin, le même type de schéma qu'il y a eu dans All for the Winner et les autres films un peu du même style. La petite originalité, c'est que en plus du fait que le pouvoir ici est différent, on a également un certain nombre d'inspirations du côté de Bruce Lee qui ont été encore ajoutées, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des éléments un peu de Bruce Lee dans les combats de All for the Winner, dans certains autres films qu'il avait fait avant comme Sleazy Dizzy. Le côté inspiration, parodie de Bruce Lee, c'est quelque chose qui est déjà bien présent dans Stephen Chow, dans le cinéma de Stephen Chow avant ce film-là, mais là en tout cas ça le met de manière encore plus ouvertement en avant en reprenant des éléments scénaristiques de La Fureur de vaincre de Lo Wei, donc le deuxième film de Kung Fu que Bruce Lee a fait à son retour à Hong Kong, où il joue le personnage de Shenzhen qui doit venger la mort de son maître des Japonais. Donc on retrouve un petit peu cet esprit-là en plus du côté All for the Winner dans Fist of Fury 1991. Et on va pas se mentir, mine de rien, faire des variations autour du concept de All for the Winner. On en est ici donc à la quatrième, l'original All for the Winner, sa simili-suite spin-off Top Bet. Il y a également Legend of the Dragon qui a utilisé un bon paquet des éléments scénaristiques mis en place par All for the Winner. Donc là on est à la quatrième itération. Et ça commence à faire un peu beaucoup, ça commence à sentir le déjà-vu et ça a du mal à se renouveler quand même par rapport à la formule originale. Moi j'y vois deux raisons, en plus du fait que la formule commence à être quand même bien exploitée. La présence de Rico Chu à la caméra. Rico Chu, c'est quelqu'un qui a été assistant réalisateur sur pas mal de films, dont on a vu la trogne d'ailleurs dans un certain nombre de longs métrages. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de trucs différents, qui a été dans différentes positions, enfin qui a un de ces touche-à-tout de l'industrie cinématographique hongkongaise. Mais on va pas se mentir, c'est pas le plus grand réalisateur qui soit, et je trouve que ça se ressent par rapport à des gens comme Jeff Lowe, par rapport à des gens comme Lee Ik-chi. Il n'a pas la même capacité à exploiter au maximum les effets comiques, à vraiment mettre en place les blagues de la façon la plus optimale. Donc ça, c'est un élément qui joue malheureusement en défaveur de Fist of Fury 1991. Et l'autre point, hélas décevant, c'est que Stephen Chow est ici en duo avec Kenny B. Et Kenny B, donc, qui est un des anciens leaders du groupe des Winners avec Alan Tam, donc un des groupes pop rock les plus populaires des années 1970. Kenny B, c'est quelqu'un qui a montré un certain talent dans le domaine de la comédie. Là où Alan Tam était probablement le meilleur quand il s'agissait de films romantiques, Kenny B en a fait aussi un petit peu. Il a même été un moment à Taïwan pour travailler avec Wu Seotian. Mais le registre dans lequel il est vraiment le meilleur, c'est la comédie. Et il est apparu dans quelques comédies vraiment sympas durant les années 1980, entre autres par exemple Shanghai Blues de Tsui Hark. Mais il y en a quelques autres qui méritent le coup d'œil. Oui, il s'en sort plutôt bien. Durant cette période, il était par exemple dans un film qui s'appelle Today's Hero, qui est pas un grand film, mais qui a quelques séquences comiques vraiment marrantes. Et donc il a un certain talent dans le registre de la comédie. Donc le voir en duo avec Stephen Chow, c'est sur le papier une bonne idée. Ça devrait donner quelque chose qui aurait du répondant, qui aurait de la niaque, de la dynamique.
Mais non, ça marche pas vraiment ici. Il n'y a pas les étincelles qu'on est en droit d'attendre à voir Kenny B et Stephen Chow jouer ensemble. Et donc c'est assez dommage. Il y a quand même quelques séquences comiques par-ci par-là qui sont pas trop mal, qui sauvent un minimum l'ensemble. Il y a par exemple un duel de crachat entre Kenny B et Stephen Chow qui est assez marrant. Par contre, c'est complètement de mauvais goût. Hein. Préparez-vous à des trucs très peu ragoûtants, mais c'est quand même assez rigolo. Il y a quelques séquences par-ci par-là qui permettent d'avoir quelques sourires, quelques rires, mais on est quand même très loin de la référence affichée qui était All for the Winner. Et donc c'est un petit peu décevant. Il fera également bien mieux par la suite dans le côté référence à Bruce Lee. Donc Fist of Fury 1991, pas mauvais, hein, mais ça reste un petit peu décevant par rapport à ce à quoi on était en droit d'attendre de Stephen Chow durant cette période dorée pour lui. On continue avec Crazy Safari, réalisé par Billy Chan. Alors là, c'est un film un petit peu particulier parce que Stephen Chow n'apparaît pas physiquement. En fait, il fait simplement une voix off sur le film. Alors reprenons un petit peu sur ce qu'est Crazy Safari. En 1985, il y avait eu un film qui s'appelle Mr. Vampire qui avait lancé la mode donc des films de Ghost Kung Fu Comedy, qui avait relancé la mode des Ghost Kung Fu Comedy, on va dire, parce qu'il y avait eu une petite mode déjà à la fin des années 1970, début 1980, sous l'impulsion de Sammo Hung, et Mr. Vampire, qui était une autre production de Sammo Hung, a relancé la dynamique à partir de 1985 et pour tout le reste des années 80, avec tout un tas de films qui ont essayé donc de surfer sur le genre avec des gongsi, des vampires chinois, et avec une bonne dose de comédie. Mélange comédie, action, horreur, tout ça dans un petit package comme Hong Kong savait le faire à l'époque. Et donc Crazy Safari s'inscrit dans cette tendance avec un petit twist, parce qu'il fallait quand même trouver des petites innovations afin de réussir à les vendre et à intéresser le public. C'est que l'essentiel de l'action se passe en Afrique du Sud. La référence du film clairement affichée, c'est en fait Les Dieux sont tombés sur la tête, qui était une production sud-africaine qui avait eu beaucoup de succès au début des années 1980, qui racontait comment un bushman donc d'Afrique du Sud voyait son quotidien bouleversé à cause de l'arrivée d'une bouteille de coca qui avait été abandonnée comme ça par quelqu'un venant de la ville. Et donc il allait partir en quête pour ramener cette bouteille de coca là d'où elle venait. Ça avait été vraiment un énorme succès à travers le monde. Il y avait eu une suite qui avait été faite en 1989, et donc ça avait dû donner des idées aux producteurs hongkongais, puisqu'ils ont décidé de débaucher l'acteur principal. Je vais certainement écorcher son nom, c'était Nick Tsao a priori. Et donc, ils ont donc fait appel à cet acteur et ils ont été tournés sur place pour Crazy Safari, donc qui est la rencontre de Lam Ching-ying. Lam Ching-ying qui était devenu le personnage emblématique de ces films de Ghost Kung Fu Comedy, de ces films à la Mr. Vampire, en tant que figure autoritaire, en tant que Fatsi, le sorcier capable de combattre ces vampires. Et donc Lam Ching-ying rencontre Nick Tsao dans Crazy Safari quand celui-ci se retrouve bloqué en Afrique du Sud dans la savane et qui doit donc survivre et ramener ce vampire avec lequel il se balade. Donc on va voir tout un tas de séquences totalement incongrues, totalement absurdes. Par exemple Lam Ching-ying qui se retrouve à être sur une autruche comme si c'était un cheval. Enfin tout un tas d'éléments complètement what the fuck, hein, on peut le dire. Et de ce point de vue-là, Crazy Safari, ça marche plutôt bien parce que c'est tellement incongru, c'est tellement absurde que c'est vraiment marrant. Et il semblerait quand même que les producteurs n'aient pas trop aimé le résultat, puisqu'ils ont demandé à ce moment-là, c'était pas prévu à l'origine, qu'il y ait une voix off, qu'il y ait un espèce de commentaire audio de Stephen Chow et de Mantat. Mantat est également là à faire le commentaire audio, et donc ça a été rajouté après en post-production afin, semble-t-il, d'assurer un succès commercial maximum au film et de sauver le film. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas certain que c'était vraiment nécessaire. Alors, c'est difficile de le juger également parce que, à ma connaissance, dans toutes les versions qui existent de Crazy Safari, les commentaires de Stephen Chow et de Mantat ne sont pas traduits, donc il n'y a pas de sous-titres. Donc évidemment,
c'est difficile de pouvoir jauger de ce qu'ils font et si vraiment ça rend le film beaucoup plus drôle. Moi, de ce que j'en ai compris, parce que mon cantonais reste quand même assez limité, mais ça m'a l'air quand même d'être très discussion de copains en fait, un peu un commentaire avec de bière. Enfin, ça n'a pas l'air d'être extrêmement travaillé dans ce qu'ils disent, mais plus des petits commentaires comme ça pour se moquer de la situation ou pour expliciter avec un accent légèrement comique ce qui se passe à l'écran, ce que pense le personnage, parce qu'ils interviennent essentiellement dans les séquences avec Nick Sao, donc avec le Bushman, où là il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue, il n'y a pas forcément et les dialogues qu'il y a évidemment c'est dans une langue autre que le cantonais, donc c'est plus dans ces moments-là qu'ils interviennent et c'est plus pour commenter ce qui se passe ou essayer d'expliciter ce que pensent les personnages, mais ça reste assez léger, c'est pas extrêmement travaillé de ce que je peux voir dans les textes, donc je suis pas réellement certain que ça apporte grand chose au film. Le film marcherait à mon avis tout autant sans la présence de Stephen Chow et Mantat à la voix off. Maintenant, c'est sûr que en 1991, avoir leur nom sur l'affiche, ça apportait certainement quelque chose en termes de marketing et c'était probablement plus vu comme ça pour la production à mon humble avis. Mais présence sonore de Stephen Chow ou non, Crazy Safari est un film vraiment très marrant, très sympa et qui mérite assurément une vision. On continue avec Fight Back to School, réalisé par Gordon Chan, toujours en 1991. On est très loin d'avoir épuisé l'année 1991 pour Stephen Chow. Fight Back to School, donc c'est Stephen Chow qui joue un officier de la SDU, la Special Duty Unit, l'équivalent hongkongais du GIGN, donc des forces spéciales de la police, et qui va se retrouver parce qu'il présente quelques petits problèmes, on va dire, de discipline, qui va se retrouver confier une mission un peu merdique, à savoir aller retrouver l'arme d'un officier supérieur qui a été perdu dans un lycée. Et pour ce faire, il va devoir se faire passer lui-même pour un lycéen, pour être un agent undercover, un agent infiltré au sein du lycée, afin de trouver qui a volé l'arme en question et élucider cette affaire. Alors, on trouve un petit peu d'éléments dans le film de Gordon Chan de School on Fire, quelque part, de Ringo Lam, donc le film que Ringo Lam avait fait dans la foulée de City on Fire, Prison on Fire, pour dénoncer l'influence des triades dans les lycées hongkongais. Et on retrouve donc un peu de ces éléments ici dans Fight Back to School, mais évidemment orientés de manière comique. Et Fight Back to School, ça représente un autre excellent film dans la filmographie de Stephen Chow, un de ses tout meilleurs à mon humble avis. Et ça tient un peu moins au côté nonsensique, absurde, tel que ça a pu être défini dans All for the Winner. Et là, on est plus sur une question d'attitude en fait de Stephen Chow. Pendant tout le film, ou en tout cas pendant tous les moments où il est au lycée, où il est censé incarner un lycéen, il va tirer une gueule pas possible. On va clairement voir pendant tout le truc que ça le fait chier d'être là, à faire cette mission, que ça ne présente aucun intérêt pour lui et ça se voit sur son visage, et de voir donc dans ces scènes, de voir être obligé de se comporter comme un lycéen typique, de devoir faire face à la discipline des professeurs, de devoir participer à des examens, des trucs comme ça, en tirant une gueule de 10 km de long tout le long, et ben c'est extrêmement marrant, c'est vraiment hilarant pendant toute la durée du film. On retrouve évidemment les habitués du cinéma de Stephen Chow de l'époque, à nouveau Mantat, donc il y a un excellent duo entre les deux, là ils sont vraiment à leur top, ils sont excellents à se renvoyer la balle. Il y a également Chung-man, Charlotte Chung, en love interest de service, comme il se doit. On a quand même, en plus de ce côté réaction de Stephen Chow tout le temps, réaction désabusée tout le long du film, on a également des séquences un peu plus orientées humour absurde, comme on peut s'y attendre de la part de Stephen Chow, avec des bons gags. Par exemple, il y a un gag où il essaie de tricher lors d'une interrogation, et alors pour ça il passe par une communication via téléphone portable avec ses collègues à la police, et les collègues sont une dizaine à essayer de trouver les réponses, alors que c'est juste du niveau interrogation de lycée, donc c'est rien de très dur, mais c'est marrant de les voir tous
peiner par rapport à ça et de pouvoir recommuniquer l'information à Stephen Chow. Donc ça donne des résultats très très marrants. Il y a également le final du film qui est très cartoonesque, avec un ensemble de portes identiques où les personnages apparaissent, disparaissent. Donc c'est un côté vraiment très, très dessin animé à la Chuck Jones, des trucs comme ça. Donc tout ça fait un mélange excellent. On a également quelques petites pointes d'action, mine de rien, parce que c'est quand même des SDU, donc il y a quelques éléments un peu avec entraînement, intervention, SDU, quelques éléments action. C'est assez léger, hein, le but c'est essentiellement comique, mais il y a un petit peu de ça. C'est quelque chose qui sera davantage développé d'ailleurs sur le deuxième épisode des Fight Back to School. Mais en tout cas, donc Fight Back to School, ça fait partie donc du haut du panier de la filmographie de Stephen Chow, ça fait partie de ses meilleurs films. Donc c'est évidemment extrêmement recommandé si vous voulez découvrir davantage de la filmographie de l'acteur. Un autre film qui est impératif dans la filmographie de Stephen Chow, c'est l'autre film dont je vais parler qui est également de 1991, c'est la continuation de la fameuse saga des God of Gamblers, avec ici donc God of Gamblers Part 3, Back to Shanghai, réalisé évidemment par Wong Jing. Là, on peut penser qu'il y a une inspiration américaine, que Wong Jing a vu Retour vers le futur, et il s'est dit qu'il y avait peut-être matière d'en faire quelque chose d'intéressant en mixant ça avec Stephen Chow et sa fameuse série des God of Gamblers. Et donc, on est dans la continuation directe de God of Gamblers 2. À la fin de God of Gamblers 2, Stephen Chow s'était retrouvé opposé avec un autre adversaire qui lui aussi disposait de pouvoirs psychiques. Donc évidemment, celui-ci, dans God of Gamblers 3, n'a pas digéré sa défaite et engage un certain nombre d'autres personnalités avec ce type de pouvoir surnaturel. Et ceux-ci vont donc attaquer Stephen Chow pour se venger. Et dans l'affrontement qui s'ensuit, il va y avoir un événement imprévu. Les manifestations des pouvoirs vont aboutir à ce que Stephen Chow en fait se retrouve téléporté dans le passé, dans le Shanghai des années 30. Et il va se retrouver à intégrer le gang mené par Ray Loy. Ray Loy qui reprend en fait son rôle de la série télévisée du début des années 1980, The Bund, dans laquelle il y avait Chow Yun-fat, qui était une série télévisée qui avait connu un énorme succès et qui a été plus tard refaite en film sous le titre Shanghai Grand, donc par Pullman Kit, produite par Choi Ark avec Andy Lau et Leslie Chung. Mais dans la série originale, c'est un duo Ray Loy, Chow Yun-fat, et donc là, Ray Loy reprend son rôle, évidemment donc dans une orientation nettement plus comique autour de lui pour ce Back to Shanghai. Et donc ce God of Gambler 3 Back to Shanghai a vraiment plein de bonnes choses. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve en duo féminin avec Gong Li. Gong Li, dont c'était un des premiers films vraiment hongkongais. Elle avait déjà participé à Terracotta Warrior, qui était une coproduction avec la Chine. Mais là, donc, elle se retrouve vraiment dans un film purement hongkongais. Et quel film, puisque c'est un moleito, donc une comédie non-sensique cantonaise, ce qui était vraiment quelque chose qui ne se faisait absolument pas en Chine continentale. Et donc, elle est dans un environnement très très différent de ceux dont on a l'habitude de la voir. Et rien que la voir donc dans cet environnement, c'est quand même assez marrant, surtout qu'elle a un double rôle. Un rôle de femme fatale comme on peut s'y attendre, on va dire, mais également de sa sœur jumelle qui est un petit peu retardée mentale. Et donc c'est assez étonnant de la voir jouer ce type de personnage donc dans ce film, dans Back to Shanghai. Elle s'en sort plutôt bien, ça va, même si c'est assez étonnant. Mais ça donne un bon duo en tout cas avec Stephen Chow. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que le fait d'avoir une actrice du continent comme ça, à cette époque, c'était pas quelque chose de courant et de normal, parce qu'il y avait une règle venant de Taïwan qui prévoyait que les films avec des acteurs, les films de Chine continentale et avec des acteurs de Chine continentale ne pouvaient pas être montrés à Taïwan, à moins que les personnes impliquées signaient des déclarations comme quoi Taïwan était le vrai gouvernement de la Chine, quelque chose de ce style. Donc ça fait que ce n'était pas possible que le film sorte tel quel à Taïwan, et Taïwan à l'époque c'était vraiment un marché essentiel pour le cinéma de Hong Kong, si bien qu'en fait il existe deux versions du film, la version telle qu'on la connaît avec Gong Li, qui est celle qui est sortie
à Hong Kong, et une autre version avec une actrice taïwanaise, spécifiquement pour le marché taïwanais. Donc ça veut dire qu'il tournait toutes les séquences impliquant les deux actrices féminines, donc l'actrice taïwanaise et Gong Li, deux fois, donc une fois avec Gong Li et une fois avec l'actrice taïwanaise, pour pouvoir ensuite sortir le film à Taïwan dans cette version quasi identique, donc avec simplement une actrice différente. Donc c'est assez intéressant. Mais quoi qu'il en soit, donc ce Back to Shanghai est un excellent Stephen Chow. Là, on est vraiment dans le mode Stephen Chow en humour absurde ou avec des situations totalement manga, cartoon, enfin plein de trucs totalement délirants. Et il le fait très bien. Ce qui n'était pas forcément gagné avec Wong Jing à la réalisation, puisqu'on avait déjà vu que sur les précédentes réalisations de Wong Jing, il y avait du mal à bien mélanger l'humour tendance Stephen Chow et l'humour tendance Wong Jing, si bien qu'on avait tendance à voir deux films en un qui avaient du mal à se mélanger. Et là, visiblement, mine de rien, Wong Jing et Stephen Chow ont dû quand même un peu mieux se comprendre et ont réussi à faire quelque chose d'un peu plus harmonieux qui tire davantage du côté humour à la Stephen Chow, j'ai envie de dire, et un peu moins du côté humour à la Wong Jing. C'est peut-être pour ça que le film est aussi réussi à mon humble avis. Il y a vraiment plein de séquences excellentes. Il y a une séquence comédie musicale sur fond de McDonald's des années 30. On retrouve une variation du gag de l'interrogation de Fight Back to School. Sauf que cette fois-ci, Stephen Chow se retrouve confronté à un soldat japonais expert en arts martiaux qui est joué par Billy Cho. Et donc il se retrouve dans des situations extrêmement difficiles d'un point de vue martial et il demande l'aide de ses collègues par le biais d'un téléphone portable. Et on a tous ces collègues qui cherchent comment on peut contrecarrer telle technique d'aide d'arts martiaux. Et donc c'est très marrant, donc une variation qui marche plutôt bien par rapport au gag de Fight Back to School. Il y a également, mine de rien, des scènes de combat plutôt bien faites qui sont assurées par le clan Yun, dont on retrouve un petit peu l'esprit de ce qui sera fait plus tard dans des films comme Master Z par exemple récemment, ou bien si on veut rester dans l'univers de Stephen Chow, dans son Kung Fu Hustle, Crazy Kung Fu, il y a un peu cet esprit puisqu'on est un peu dans la même univers, dans la même période temporelle, donc c'est assez logique quelque part qu'il y ait un peu de ça également. La reconstitution est plutôt bien faite. On n'est pas encore dans ces reconstitutions quasi parfaites de la fin des années 90 quand les Hongkongais pourront aller tourner en Chine et pourront aller tourner dans ces recréations du Shanghai des années 30 dans des studios en extérieur du côté de Shanghai. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir lieu à partir de 95-96 avec des films comme Shanghai Grand, comme je disais, mais qui n'était pas encore possible à cette époque. Donc là, c'est tourné à Hong Kong, également dans des plateaux en extérieur, dans des studios en extérieur. Mais donc c'est bien fait, ça passe, ça marche, mais c'est pas aussi luxueux que ce qui pourrait être fait un peu plus tard. Mais c'est pas un problème, on y croit quand même, et Stephen Chow est absolument hilarant pendant tout le film. Le film qui est assez long, d'ailleurs, quand même près de 2 heures, c'est pas si courant pour une comédie de ce style, mais ça marche, le rythme est maintenu, et donc God of Gamblers 3 Back to Shanghai fait partie à nouveau du très haut du panier, fait partie des tout meilleurs films de Stephen Chow, et est donc logiquement très recommandé. Alors par contre, à nouveau, si vous voulez en apprécier tout le sel, même si ça peut se regarder de manière individuelle, c'est quand même mieux d'avoir vu avant les films qui l'ont précédé, et essentiellement All for the Winners et God of Gamblers 2. Encore une fois, c'est pas impératif, mais si vous voulez en apprécier tout le sel, mieux vaut que vous ayez vu ces films précédemment, et vu que All for the Winner fait partie lui aussi du très haut du panier de la filmographie de Stephen Chow, il n'y a pas de raison de ne pas le faire avant. Toujours en 1991, et à nouveau avec un film majeur de la filmographie de Stephen Chow. Vraiment, l'année 1991, c'est une de ses meilleures années en termes de productivité et en termes qualitatifs également. Et le film en question, c'est Magnificent Scoundrels, réalisé par Lee Dik-chi. Magnificent Scoundrels, c'est une production entre la Magnum, donc la firme de Danny Lee, qui avait révélé quelque part, on va dire, Stephen Chow à travers des films plus sérieux comme Final Justice et Just Heroes, et qui a eu plus de mal par la suite à continuer à profiter de son talent
en termes comiques. Et donc là, c'est le dernier film de la Magnum, mais en fait avec la Cinema City. Donc c'est plus exactement le Stephen Chow sous coupe de la Magnum. D'ailleurs, il n'y a pas d'Annie Lee de présent dans le film. Donc là, on est vraiment dans une pure comédie. Et une comédie avec laquelle on a également la présence de Carl Mackay. Carl Mackay qui était le grand patron de la Cinema City. La Cinema City donc, qui avait été la firme la plus influente des années 1980, en tout cas au moins au début des années 1980. Et Carl Mackay avait son propre style comique, très vaudevillesque, on va dire, avec des attitudes extrêmement outrées dans son jeu. Un peu comic book quelque part, mais pas le même type de comic book, un peu plus comic book, on va dire comic book ou bien film muet des années 30, si on veut chercher des espèces de comparaisons. Là où Stephen Chow est plus manga, dessin animé absurde. Carl Mackay, c'est plus le côté Chaplinesque, on va dire. Donc pas exactement les mêmes types d'humour. Et donc Magnificent Scoundrel, quelque part, ce qui peut être intéressant, c'est justement la rencontre de ces deux humours, de l'humour plus slapstick, plus vaudevillesque de Carl Mackay qui avait eu son heure de gloire durant les années 1980 et l'humour absurde manga de Stephen Chow qui était en train de briller au début des années 1990. Et alors la rencontre entre Stephen Chow et Carl Mackay, ça marche, mais on va pas dire que ça fait des étincelles de fou. C'est pas là-dessus que Magnificent Scoundrels est le plus intéressant. Enfin, c'est intéressant d'un point de vue historique parce qu'il y a un côté passage de flambeau d'un comique à un autre. Mais en soi, c'est pas quand les deux acteurs ont des interactions que le film est capable de donner le meilleur de lui-même en termes de comédie. Là où il donne vraiment le meilleur de lui-même en termes de comédie, c'est dans les scènes où Carl Mackay n'est pas là. Et Stephen Chow est en duo avec Theresa Mo. Theresa Mo, vous la connaissez probablement pour être apparue dans À toute épreuve. C'était elle, le love interest de Chow Yun-fat dans À toute épreuve. Mais c'est surtout une actrice connue pour son côté comique. Et elle avait déjà travaillé avec Stephen Chow dans Legend of the Dragon. Ça marchait plutôt pas mal entre eux. Mais c'est vraiment dans Magnificent Scoundrels que leur duo est au maximum, qu'ils sont vraiment capables de donner le maximum de ce qu'ils peuvent faire, et c'est absolument génial. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Magnificent Scoundrels? En fait, c'est un combat d'arnaqueurs, c'est-à-dire que Stephen Chow est un petit arnaqueur qui n'arrête pas de faire des petits coups foireux pour vivre, et qui va rencontrer une autre arnaqueuse du même style que lui, qui est jouée par Theresa Mo, et les deux vont s'allier pour entrer dans une espèce d'arnaque un peu plus ambitieuse, qui leur permettrait de couler des jours heureux si ça marche. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, les gens qu'ils veulent arnaquer sont eux-mêmes un duo, enfin même un trio d'arnaqueurs. Trio d'arnaqueurs composé de Wooma, Tien Yu et Amy Yip. Et donc ça va être une espèce de surenchère d'arnaque entre ces deux entités qui va mener à des gags totalement délirants, totalement fous. Et c'est vraiment toute cette partie du film qui est absolument géniale, où ça n'arrête pas en termes de rythme, il y a tout le temps des nouveaux gags, c'est une avalanche vraiment de scènes débiles, extrêmement marrantes. Je ne vais pas les lister parce que vraiment ça n'arrête pas. En plus de Stephen Chow et de Theresa Mo, le reste du casting est également assez sympa et capable de se mettre dans ce côté comique absurde. On a également Yuen-wha par exemple qui est là et qui est très bien. Yuen-wha, il est vraiment capable d'avoir ce côté comique et ça marche très bien. Il y a des parodies de films, de temps en temps il y a des parodies de Zatoichi par exemple. Enfin, c'est vraiment excellentissime. C'est là en fait où Lee Lik-chi, qui montrait qu'il était capable de faire des comédies sympas avec Legend of the Dragon, mais qui semblait un petit peu encore en train d'expérimenter, qui semblait également un peu retenu peut-être par le producteur Danny Lee pour pouvoir vraiment aller à fond les ballons dans le côté absurde. Ben là il y va et il est capable de mettre en avant les gags de la manière la plus efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera important dans la rencontre entre Stephen Chow et Lee Lik-chi, c'est que c'est vraiment un réalisateur qui est capable de le mettre en valeur, de mettre en valeur le gag au maximum.
tout comme Jeff Lowe en est capable, mais comme on l'a vu, c'est pas forcément le cas d'autres réalisateurs. Ça n'a pas été le cas par exemple avec Rico Chu, ça n'a pas été le cas avec Wong Jing sur un certain nombre de films précédemment. C'est moins le cas avec des gens comme Anthony Chan aussi. Mais donc là, avec Lee Lik-chi, vraiment, il est capable de sortir le maximum de la blague, de construire les sketchs, et ça donne un résultat absolument hilarant. Magnificent Scoundrels, à nouveau, tout comme God of Gamblers 3, Back to Shanghai, tout comme Fight Back to School, ça fait partie des tout meilleurs films de Stephen Chow, et donc c'est évidemment impératif si vous voulez apprécier le talent comique du comédien. Et on va terminer cette année 1991 enfin avec une œuvre qui elle est nettement moins intéressante par rapport à celle dont je viens de parler, puisqu'il s'agit de The Banquet, réalisé par Choi Ark, Clifton Coe, Alfred Chung et Joe Chung. The Banquet, en fait, c'est un film de charité qui a été fait parce qu'il y avait eu une catastrophe naturelle, je crois que c'était une inondation si ma mémoire est bonne, en Chine continentale durant cette période, et le but c'était simplement de réunir des fonds pour pouvoir aider les personnes qui étaient réfugiées, qui n'avaient plus d'endroit où vivre, et donc un film a été mis en place extrêmement rapidement de manière à pouvoir sortir, un peu de manière à pouvoir gagner de l'argent et l'envoyer en Chine continentale. Et dans cette démarche, vraiment toute l'industrie s'est réunie ensemble et a participé à ce film, ce qui fait qu'on a un vrai défilé de stars. Il y a une quantité astronomique, quasiment toutes les stars majeures de l'industrie apparaissent dans The Banquet. Je pense que les seuls qui manquent vraiment en termes de stars majeures, c'est Chow Yun-fat et Jackie Chan, qui je crois étaient occupés sur d'autres tournages à l'étranger à ce moment-là. Mais autrement, vous aurez vraiment tout le gratin de l'industrie cinématographique hongkongaise. Par contre, ils vont apparaître quasiment tous dans des caméos. Hein. C'est un film qui évidemment a été fait très rapidement, et donc n'a pas un scénario extrêmement évolué, il n'a pas des gags très recherchés, c'est vraiment très très basique. L'intérêt essentiel, c'était de son côté caritatif, et donc de pouvoir voir tous les grands acteurs et actrices du cinéma de Hong Kong tous ensemble au sein d'un film. Sorti de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Mais il y a quand même également un côté historique, à nouveau, tout comme pour Magnificent Scoundrels, qui représentait un passage de flambeau entre le cinéma de Karl Maka, le cinéma de la Cinema City, le cinéma comique de la Cinema City, vers Stephen Chow, vers un cinéma comique beaucoup plus délirant. Eh bien, on a également un passage de flambeau ici dans The Banquet, qui est clairement, à mon avis, la meilleure scène du film, qui est donc la rencontre entre Michael Hoy et Stephen Chow lors d'un petit gag autour d'un restaurant, autour d'un plat. Et c'est très court, mais c'est vraiment le moment le plus marrant et surtout le plus intéressant d'un point de vue symbolique, puisque Michael Hoy ça avait vraiment été le premier comique, en tout cas le plus grand comique du cinéma cantonais à partir du début des années 1970 jusqu'à l'arrivée de Stephen Chow, donc pendant une période de quasiment 20 ans. Michael Hoy, avec ses deux frères Sam et Ricky, c'était le grand maître, le roi de la comédie cantonaise. C'était lui qui avait les plus gros box-office, encore plus que les Bruce Lee dans les années 70, au même niveau environ que les Jackie Chan dans les années 1980. Donc c'était vraiment le grand maître de la comédie cantonaise. Je précise quand même qu'il y avait eu d'autres acteurs cantonais en termes de comédie très populaires dans les années 50 et 60. Donc c'était pas le premier. J'ai peut-être pas utilisé le bon qualificatif, mais en tout cas c'était la force comique dominante dans le cinéma cantonais des années 70 et 80. Et donc là, on a le passage de flambeau où c'est Stephen Chow qui reprend la charge dans cette petite scène très symbolique entre les deux, et donc qui de ce point de vue-là est assez sympa. Alors est-ce que pour autant ça mérite que vous vous tapiez The Banquet dans son intégralité? Pas forcément, j'aurais tendance à dire vous pouvez regarder la scène isolée en elle-même, elle doit durer genre 1 minute, 2 minutes grand max, et ça sera suffisant. Après, si vous voulez voir un défilé de stars, The Banquet
c'est une bonne occasion, c'est une bonne opportunité de le faire. Vous n'aurez pas grand chose de plus, hein, parce que comme j'ai dit, en termes de comédie, c'est très très moyen, mais de toute façon, l'idée n'était pas là, donc c'est pas bien grave. Nous entrons enfin dans l'année 1992 avec un film qui est la suite d'un des films de 1991, mais étonnamment ça ne va pas être un de ses meilleurs puisque c'est Fist of Fury 1991 numéro 2, à nouveau avec Rico Chu derrière la caméra. Alors heureusement pour nous, Fist of Fury 1991 2 est un petit peu meilleur je trouve par rapport au premier Fist of Fury 1991 et ça tient pour moi à un facteur qui est l'arrivée de Joséphine Siao. Joséphine Siao, qui était une des plus grandes actrices du cinéma cantonais des années 1960, aux côtés de Connie Chan, et qui avait eu une transition un peu plus difficile dans les années 1970, même si elle avait fait quand même un certain nombre de films intéressants. Elle avait un peu transitionné dans la comédie à la fin des années 70 en faisant des personnages comiques, le personnage de Lama Chun à la télévision, qui avait donné des adaptations cinématographiques dont on connaît la troisième et dernière en fait, qui était réalisée par John Woo, qui était d'ailleurs une de ses meilleures comédies. Donc Joséphine Siao apparaissait de manière intermittente, mais elle a eu un espèce de gros comeback dans les années 1990 grâce à des films comme Fong Sai-yuk, comme celui-ci, comme Summer Snow, et donc des films dans lesquels elle a pu montrer vraiment l'étendue de son talent dans des registres très variés, des registres à la fois dramatiques et des registres à la fois comiques. Et ici, c'est vraiment le principal intérêt du film, c'est de voir ce duo Joséphine Siao, Stephen Chow, qui marche vraiment bien, qui propose les meilleurs moments du film. C'est quand ils sont ensemble à l'écran que ça marche. Après, quand c'est pas le cas, c'est un petit peu moins convaincant, c'est un petit peu plus laborieux. On retrouve davantage le côté Fist of Fury 1991 original, où il y a des tentatives d'humour, évidemment des tentatives de comédie, mais c'est plus difficile, c'est un peu plus donc laborieux, comme je disais, à mettre en place les gags, et ça marche quand même nettement moins bien. On a à nouveau Kenny B qui est présent, même si son rôle est un petit peu plus en retrait, il se retrouve davantage à interagir avec Joséphine Siao. À la place, on récupère Nat Chan. Nat Chan, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça va encore. Il n'est pas à son plus mauvais ici, c'est correct, même si ça reste un petit peu bas de plafond dès qu'il est là, quoi. Il y a également Shungman, donc les habitués. On a Yunhua à nouveau. Le casting dans l'ensemble est plutôt bien, mais il y a Rico Chu derrière la caméra. Il y a un scénario qui n'est pas particulièrement inspiré, donc ça retrouve quand même dans l'ensemble les mêmes défauts que le premier Fist of Fury 1991, seulement sauvé de temps en temps par la présence de Joséphine Siao dans ses interactions avec Stephen Chow. On est également dans la continuation directe de l'histoire du premier, puisque Vincent Wan, qui était le bad guy du premier, meurt à la fin, au début donc, de ce Fist of Fury 1991, et c'est Yunhua qui joue son frère, qui va vouloir se venger et qui va donc tout mettre en œuvre pour affronter Stephen Chow. Donc continuation directe qui n'était pas forcément très nécessaire à mon humble avis, qui donne une comédie regardable, mais vraiment pas impérative, uniquement si vous êtes complétiste de Stephen Chow ou si vous adorez, comme moi, Joséphine Siao. On reste en 1992 avec All's Well Ends Well, réalisé par Clifton Coe, qui était un film du Nouvel An de cette année 1992, et qui correspond en fait à une déclinaison d'une formule type, une formule gagnante, qui avait été mise en place par Raymond Wong, qui était donc un des trois associés de la Cinema City durant les années 1980, avant qu'il parte à son compte dans les années 1990, et qui donc avait défini cette formule avec Eight Happiness, réalisé par Johnny To, une formule très basique, une formule un peu à la Croisière s'amuse, comme j'aime bien le dire, avec une collection de 3 couples, en général avec une différence d'âge, donc en gros le couple jeune, le couple d'âge un peu plus avancé, et encore une autre variation autour de ça, qui ont des difficultés dans leur relation de couple, et qui vont se retrouver confrontés à un obstacle, qui vont réussir à surmonter
de manière à ce que leur couple reparte sur des bonnes bases et que ça permette donc un happy end. Donc dans un ensemble très familial, très consensuel, avec plein de bonnes valeurs conservatrices, on va dire. Voilà, donc ça c'était une formule qui avait très bien marché quand ça avait été fait dans The Eight Happiness, qui avait été un énorme succès. Et c'est quelque chose que Raymond Wong va refaire de nouvel an en nouvel an. Alors il y aura de temps en temps des moments où il ne le fera pas, mais quasiment pendant une dizaine d'années, on va avoir droit quasiment chaque année à une espèce de variation autour de ce principe. Et donc c'est ce qu'on a pour cette année 1992 avec All's Well Ends Well, avec un couple Raymond Wong, Sandra Hung, et un couple Leslie Cheung, Teresa Mo. Donc toute cette partie avec ces deux couples-là est assez basique parce que à chaque fois le côté comique de ces films n'est jamais très évolué parce que c'est la touche Raymond Wong, Raymond Wong qui n'est pas qui a été un producteur à succès assurément, mais qui était un comédien déjà assez limité, assez insupportable, un peu dans le même registre qu'un Nat Chan, et qui n'était pas forcément le gars le plus élaboré dans ses comédies et dans ses gags. C'est quelqu'un qui reprend beaucoup en fait de formules hollywoodiennes ou de pièces de théâtre, et il va faire des variations autour de ça, mais il va jamais vraiment essayer de pousser davantage le côté comique. Et donc ça se retrouve ici dans All's Well Ends Well quand on est avec ces deux couples dont j'ai parlé, donc le couple Raymond Wong, Sandra Hung et Leslie Cheung, Teresa Mo. Donc de ce point de vue-là, All's Well Ends Well n'est pas particulièrement intéressant, sauf qu'il y a donc un troisième couple qui est composé de Stephen Chow et de Maggie Cheung, et c'est eux qui vont sauver le film parce que en fait dès que Stephen Chow va être à l'écran et dès qu'il va être avec Maggie Cheung, ils vont parasiter le côté humour, pépère, conservateur de Raymond Wong, et ils vont apporter ce côté totalement délirant, ce côté non-sensique à la Stephen Chow, et ça va dynamiter de l'intérieur le film, et ça va lui permettre vraiment de sauver le film. S'il n'y avait pas cette présence de Stephen Chow, ce serait une de ces comédies basiques du Nouvel An comme on peut les voir et qui ne sont pas particulièrement palpitantes, mais grâce à la présence de Stephen Chow, grâce à tout un tas de gags complètement hallucinants, dont des techniques de baiser par exemple, ça vraiment dynamite, ça permet de sauver le film. Et au final, grâce à lui, le film est bien meilleur que la production typique Raymond Wong du Nouvel An. Et donc ça donne un film qui est très marrant dans ses phases avec Stephen Chow. Alors le problème, c'est qu'évidemment, entre ces moments avec Stephen Chow, vous allez avoir d'autres moments avec les autres acteurs qui sont en soi des bons acteurs, sauf Raymond Wong. Mais les autres acteurs sont très bons, mais ils ne sont pas forcément servis par un scénario très inspiré. Mais heureusement, donc, la présence de Stephen Chow est salutaire et permet donc d'avoir un film qui est au final sympathique. Mais j'aurais tendance à dire qu'on pourrait limite transformer ça en court-métrage. Si quelqu'un veut s'amuser à faire un fan edit, il dégage toutes les parties avec les autres acteurs, il garde uniquement les parties, l'intrigue Stephen Chow, Maggie Cheung, et c'est bon, ça suffit, vous avez vu l'essentiel, vous n'avez pas forcément besoin de voir tout le gras autour. Mais donc un film avec une relative recommandation pour la partie Stephen Chow, mais tout en sachant qu'il faudra quand même subir des aspects moins sympas pendant les 1h30 du métrage. 1992, c'est l'année des suites pour Stephen Chow, puisqu'il apparaît également dans Fight Back to School numéro 2, toujours réalisé par Gordon Chan. Alors autant le premier Fight Back to School, je pense que c'est une des références en termes de comédie de Stephen Chow, autant je n'en dirai pas autant du second épisode, qui est nettement moins inspiré. Et au niveau du scénario, c'est une variation autour du sujet du premier film, puisque Stephen Chow doit à nouveau infiltrer un lycée. Ici, c'est un lycée international. C'est ça la petite originalité du film, pour essayer de contrecarrer un groupe de terroristes internationaux. École internationale d'ailleurs qui a été filmée dans une vraie école internationale de Hong Kong, puisque c'est le lycée français. Voilà, si certains d'entre vous ont été au lycée français de Hong Kong, eh bien ils reconnaîtront les lieux montrés dans Fight Back to School 2, puisque c'est là-bas que ça a été tourné. Et donc il va se retrouver dans la même situation, et on va avoir
un peu le même type de gag. On sent quand même que Gordon Chan n'était pas forcément ultra motivé à l'idée de faire une suite et essaye donc de l'orienter dans une direction un petit peu différente. Et donc ça reste une comédie, évidemment, une comédie à la Stephen Chow avec des gags un petit peu absurdes de temps en temps, mais c'est un petit peu plus traité sérieusement comparativement au premier, même si déjà dans le premier c'était quand même, ça partait pas dans l'absurde complet, puisque comme je l'ai dit, ça marchait quand même beaucoup sur les réactions de Stephen Chow par rapport au fait qu'il se retrouve dans cet environnement. Donc l'environnement était quand même décrit de manière un minimum crédible, c'était pas totalement dans le délire. Mais là, il y va encore un peu moins dans le délire et on sent qu'il veut orienter ça davantage vers le côté action et vers le côté un petit peu romantique également, avec l'addition du personnage d'Athena Chu, qui est un des éléments intéressants du film, on va dire. Et donc il y a un côté un peu plus action avec un gang de terroristes. Et l'intrigue terroriste, en fait, va être traitée de manière relativement sérieuse avec un gang de Gweilo dont on a l'habitude de voir les visages, puisqu'il y a Mark Houghton, il y a Mark King dedans, des habitués des films de Hong Kong des années 1990. Mais toute cette partie-là va être traitée relativement sérieusement. Il va y avoir toute une séquence d'action à la fin qui est en fait une manière de préparer le terrain pour Gordon Chan pour les films de SDU qu'il va faire par la suite de sa carrière, les films type First Option, Final Option. Il pensait déjà en fait à mettre en place ces films, et donc c'était un moyen pour lui de préparer le terrain, de s'y essayer. Mais ça fait qu'au final, c'est pas une comédie extrêmement drôle, déjà parce que quelque part, c'est une variation, ça sent déjà un petit peu le déjà-vu par rapport à ce qu'on a eu dans Fight Back to School, donc ça perd un petit peu de son esprit nouveau, et puis parce qu'il le traite de manière un peu plus sérieusement également. Donc ça fait un film qui n'est pas désagréable à regarder, ça se laisse voir, c'est pas un mauvais film, mais qui est quand même un cran en dessous par rapport à son modèle original, et qui n'est clairement pas dans le haut du panier, dans le top de la filmographie de Stephen Chow, à mon humble avis. En 1992, toujours 1992, Stephen Chow apparaît dans Justice My Foot, réalisé par Johnny To. Justice My Foot, c'est un des premiers films en costume pour Stephen Chow, puisque celui-ci se passe dans une Chine ancienne. Alors j'avoue que je ne sais plus quelle dynastie c'est peut-être la dynastie Ming, mais à vérifier. Puisque Stephen Chow joue donc un espèce d'avocat ultra doué, qui a le verbe facile, qui a une éloquence considérable et qui est donc capable quasiment à chaque fois d'acquitter les personnes qui l'engagent. Mais il se retrouve donc régulièrement à travailler pour des gens pas forcément très recommandables. Et pour ça, à cause de ça, en fait, il a un mauvais karma. Et il a tellement un mauvais karma qu'il a du mal à avoir une descendance. La plupart des enfants qu'il a avec son épouse incarnée par Anita Mui, meurt en bas âge, et donc afin d'éviter de conserver ce mauvais karma, Anita Mui donc lui demande d'arrêter de plaider de la sorte, et il va quand même, donc il accepte, mais il va finalement faire une dernière affaire avant de raccrocher les gants une bonne fois pour toutes de cette profession, qui va être donc d'essayer d'acquitter une épouse du meurtre de son mari. Avec Justice My Foot, on entre dans une nouvelle évolution, mine de rien, dans la carrière de Stephen Chow. Déjà parce que, comme je l'ai dit, c'est un film en costume, ce que jusqu'ici Stephen Chow n'avait pas vraiment fait. Ce qui s'en rapprochait le plus, c'était God of Gamblers 3, Back to Shanghai, mais bon, il était quand même l'élément venant d'un monde moderne, donc c'était pas exactement la même dynamique. Précisons quand même qu'il était apparu dans des séries télé, qui se passaient donc dans l'époque chinoise ancienne, avec des costumes, donc, mais au cinéma, c'était jusque-là quelque chose d'inédit. Donc ça, Justice My Foot, de ce point de vue-là, est intéressant. C'est également intéressant parce que ça dénote d'une évolution dans le personnage de Stephen Chow, qui jusqu'ici, dans les films précédents, dans ces comédies précédentes, était quand même avant tout basé sur le gag, avant tout basé sur l'humour. Alors il y avait des séquences romantiques, il y avait des love interests, mais c'était toujours, ou en tout cas la plupart du temps, traité de manière relativement anecdotique, de manière pas forcément sérieuse, plus comme une excuse pour de nouveaux gags. Et là, ça change un petit peu avec la relation entre Anita Mui et Stephen Chow,
qui est traité assez sérieusement et qui, je pense, est vraiment l'âme du film, qui est l'élément le plus intéressant du film, de voir ce couple vraiment attentionné, vraiment aimant l'un pour l'autre. Et c'est quelque chose qui va être intégré davantage par la suite dans la filmographie de Stephen Chow. Avoir des relations sentimentales développées, avoir des vrais sentiments donc pour les personnages. Ça, c'est quelque chose qui va être intégré par la suite et dont on trouve la première trace dans Justice My Foot. Et évidemment, ce qui marche également, c'est le fait d'avoir ce duo Stephen Chow, Anita Mui. Alors, on pouvait craindre un petit peu parce que Anita, donc, elle n'avait pas forcément été particulièrement brillante dans The Top Bet, donc elle était dans cet univers de Moleito. Mais là, ça marche vraiment très bien avec Stephen Chow en interaction directe. Leur relation marche excellemment. On y croit, c'est à la fois marrant, c'est à la fois tendre, c'est à la fois touchant. Donc c'est vraiment l'âme du film, c'est vraiment là que se retrouve l'intérêt principal de Justice My Foot, c'est dans voir ces deux acteurs interagir entre eux et de trouver la bonne gamme à la fois comique et à la fois tendre. Et on peut se demander d'ailleurs si c'est pas dans ce personnage, dans le personnage d'Anita Mui de Justice My Foot, qu'on trouve la base d'un autre personnage, d'autres personnages qu'on va retrouver dans des films de Kung Fu. Je pense à Fong Sai-yuk, le personnage de Joséphine Siao, de la mère de Fong Sai-yuk, la mère de Jet Li, dans le film du même nom, donc dans Fong Sai-yuk, de Corey Yun et Jeff Lowe. On retrouve un petit peu de ce même esprit, à la fois comique et à la fois tendre, et également dans le personnage de la mère de Drunken Master 2, qui est également joué par Anita Mui, donc dans ce côté à la fois un petit peu foufou, mais également avec une vraie tendresse dans les interactions. Ici mère-fils, mais dans Justice My Foot, donc des relations entre mari et femme. Donc ça, de ce point de vue-là, effectivement, Justice My Foot est vraiment un film intéressant. Après, si on met de côté cet aspect-là, qui heureusement est au centre du récit, donc c'est heureusement ce qui permet d'avoir un bon film, on va dire, mais le reste de la comédie est, moi, j'ai trouvé pas particulièrement marquant, pas particulièrement hilarant. Et je pense que ça tient en partie à Johnny To, qui n'était pas... qui était un réalisateur qui avait eu des succès en termes de comédie, puisque c'était lui qui était derrière The Eight Happiness, dont j'avais déjà parlé, mais qui n'est pas le plus grand réalisateur quand il s'agit de comédie, et qui, de manière générale, n'œuvre pas vraiment dans la Moleito, n'œuvre pas vraiment dans le domaine de l'absurde, et donc c'est pas lui qui est capable de mettre en valeur le mieux Stephen Chow dans ses capacités comiques, à mon humble avis. Donc ça, c'est un élément. Il y a aussi le fait que, mine de rien, il veut rajouter une facette dramatique, et tout l'aspect avec la mort des enfants, par exemple, c'est quand même c'est un peu plombant quelque part par rapport au film. Je ne suis pas certain que ce soit ce qu'il y avait de meilleur pour faire une comédie. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez bof. Donc Johnny To, en termes de comédie avec Stephen Chow, bof, et ça se retrouvera d'ailleurs dans la deuxième qu'ils vont faire ensemble. Et puis il y a quand même un aspect contexte. Mine de rien, ça se passe donc dans une Chine ancienne, avec beaucoup de références au contexte de l'époque qui n'est pas forcément évident à saisir, puisque c'est lié à la justice de l'époque. Il y a également beaucoup de gags qui sont basés sur les jeux de mots, beaucoup plus que d'habitude, là où, mine de rien, beaucoup de films de Stephen Chow sont quand même visuels. Ici, c'est un peu moins le cas, c'est beaucoup plus basé sur les jeux de mots, donc c'est plus difficile à comprendre et à saisir pour un public occidental. Effectivement, quand je disais en ouverture de la première vidéo, quand je disais que l'humour de Stephen Chow est accessible et qu'il ne faut pas hésiter à le voir, et que l'idée qu'il est totalement incompréhensible pour le public occidental, c'est un mythe. Si on voulait trouver un contre-exemple, effectivement, on irait du côté de Justice My Foot, qui est un petit peu plus difficile d'accès et qui est de manière générale un peu moins inspiré du point de vue comique, à mon humble avis, à cause de Johnny To derrière la caméra, qui n'est pas le meilleur réalisateur en termes de comédie Moleito. Donc tout ça fait que Justice My Foot est un film un petit peu entre deux eaux, un petit peu mitigé, qui est quand même intéressant parce que le duo Stephen Chow, Anita Mui marche, mais qui n'est pas une grande comédie, à mon humble avis, de Stephen Chow. Toujours en 1982, et à nouveau un film en costume, et d'ailleurs c'est deux films.
Stephen Chow est donc dans la série des Royal Trump 1 et 2, réalisé par Wong Jing. Alors Royal Trump, en fait, il s'agit de l'adaptation d'un livre qui s'appelle The Deer on the Cauldron, qui est le dernier livre qui a été signé par le célèbre écrivain de wuxia, Jin Yong, alias Louis Cha. Jin Yong, donc c'est un des écrivains de wuxia les plus célèbres et les plus populaires du XXe siècle. Il a fait plus d'une dizaine de bouquins qui ont été régulièrement adaptés en film, entre autres la série des Swordsman, pour ne citer que celle-là. Et The Deer on the Cauldron, donc ça a été son dernier livre. Il avait déjà connu une adaptation assez à petite échelle, on va dire, de la Shaw Brothers au début des années 1980 avec Gordon Liu. Et donc là, c'était une adaptation plus ambitieuse, avec un budget plus important, et avec donc Stephen Chow dans le rôle principal. Le rôle principal, c'est Wai Siu Bo. Wai Siu Bo, c'est un espèce de gamin tendance arnaqueur qui a été élevé dans un bordel et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver dans la cité interdite et à devenir le meilleur ami du très jeune empereur durant la dynastie Qing. Donc ça, c'est le concept de base. Il y a tout un tas d'intrigues secondaires que j'ai complètement mis de côté pour aller donc vraiment à l'essentiel. Et donc Wai Siu Bo, donc c'est quelqu'un qui a un côté arnaqueur. C'est quelqu'un qui n'est pas conforme, on va dire, au canon des histoires de wuxia où on a toujours des héros plein de valeurs nobles, des héros héroïques par définition, et qui sont toujours des experts en kung-fu, ou en tout cas qui vont le devenir. Et ça, c'est pas le cas du tout de Wai Siu Bo. Wai Siu Bo, c'est quelqu'un qui va tout le temps s'en sortir parce qu'il est débrouillard, parce qu'il va réussir à arnaquer les gens, à les convaincre, à les manipuler quelque part. Donc c'est quelqu'un qui ne va jamais devenir un expert en kung-fu et qui va tout le temps s'en sortir comme ça, et qui va se sortir de tous ces coups, de toutes ces situations difficiles, et réussir à monter dans la hiérarchie des différentes organisations, parce qu'évidemment, il va se retrouver à intégrer différentes sectes martiales, différents groupes divers et variés, et à chaque fois monter en haut, monter dans la hiérarchie de chacun d'entre eux. Alors il se trouve que moi, Royal Trump, la première fois que je les avais vus, quand j'avais découvert la filmographie de Stephen Chow au début des années 2000, c'est des films que j'avais pas vraiment aimés. Mais entre-temps, entre le moment donc où j'ai vu à l'origine Royal Trump et où je les ai revus ce mois-ci pour faire cette filmographie commentée, il se trouve que j'ai lu l'œuvre originale de Jin Yong, The Deer on the Cauldron. Donc maintenant, je suis plus à même de dire si c'est une bonne adaptation. Et c'est bien là tout le problème, je pense, de ces deux films, c'est que ce sont ni des bons films de Stephen Chow, ni une bonne adaptation de Jin Yong. De base, pourtant, ça part sur un bon concept, puisque effectivement, le personnage de Wai Siu Bo, Stephen Chow semble vraiment naturel pour l'incarner. Ça semble exactement être le type de personnage qui lui correspond, ce genre d'arnaqueur qui s'en sort par son verbe, qui se démerde de toutes les situations difficiles comme ça. C'est totalement parfait pour lui. Ceci étant, il y a quand même déjà un problème de base, c'est quand même qu'il est un petit peu trop vieux par rapport à l'âge vrai du personnage, à l'âge réel du personnage. Donc déjà, il y a quand même quelque chose qui pose problème. Superficiellement, donc Stephen Chow effectivement est parfait pour le rôle, mais il y a quand même ce petit décalage d'âge qui pose un petit problème. Si on va dans la suite, en fait, le problème c'est toujours le même, à savoir que Wong Jing n'est pas vraiment le réalisateur le plus adapté pour mettre en valeur le côté comique de Stephen Chow. Et alors, autant il y avait eu ce moment un peu de grâce sur God of Gamblers 3, Back to Shanghai, où ça passait, ça marchait. Autant là, on se retrouve à nouveau un petit peu plus dans le côté Tricky Brains, dans le côté God of Gamblers 2, où l'approche de Wong Jing ne parvient pas vraiment à s'harmoniser avec le côté Stephen Chow, et donc ça donne quelque chose d'un petit peu frustrant. Il y a par exemple tout un tas de blagues évidemment autour des pénis, puisque Stephen Chow incarne, donc Wai Siu Bo incarne quelqu'un qui se fait passer pour un eunuque. C'est comme ça qu'il rentre dans la cité interdite, et c'est donc il y a pas mal de blagues là-dessus. C'est quelque chose qui finalement est pas si développé dans le bouquin.
Il y a quelques éléments par rapport au fait qu'il se prétend eunuque, mais c'est pas trop développé de manière comique. Et là, c'est quelque chose sur lequel Wong Jing a davantage mis l'accent. Mais bon, c'est très très bas comme niveau évidemment, et c'est pas aussi drôle que ça devrait l'être. Et à côté de ça, on n'a pas autant de gags délirants, de gags non-sensiques comme on est en droit de l'espérer avec Stephen Chow, ce côté moleito dans lequel il excelle. Et donc de ce point de vue-là, pour un rôle de Stephen Chow, pour un film de Stephen Chow, c'est un petit peu décevant. Et c'est pas non plus, comme j'ai dit, une très bonne adaptation du livre de Jin Young, parce que de mon point de vue, l'essence du bouquin de Jin Young, c'est vraiment en fait l'amitié qui va se nouer entre Wai Siubo et l'empereur Kangxi, qui va aboutir en fait à ce que la loyauté Han de Wai Siubo, puisque on est en dynastie Qing, donc la dynastie Qing c'est les Mandchous, et qui a toujours cette idée de restauration de la dynastie Ming, qui est en fait de la restauration de la supériorité ethnique des Han, puisque c'était eux la majorité ethnique de la Chine de l'époque, ça l'est toujours encore aujourd'hui. Donc c'était ça quand même l'idée du central du bouquin, c'est que va y avoir un doute en fait dans le personnage de Wai Siubo, ce personnage Han, de est-ce que ça vaut vraiment le coup de renverser la dynastie Mandchou, puisque Kangxi se présente comme étant un empereur plutôt vertueux, plutôt positif. Et donc est-ce que ça vaut le coup de soutenir sa chute. Et donc c'est ça en fait l'essence du livre, avec après tout un tas d'intrigues secondaires évidemment, mais c'est quand même ça l'idée essentielle, et c'est une idée qui finalement n'est pas très présente dans les Royal Trump. Le côté amitié entre les deux garçons est finalement très peu développé ou très mal développé dans l'adaptation cinématographique faite par Wong Jing. Et donc à partir du moment où cet élément qui est pourtant central n'est pas très bien développé, eh bien évidemment ça aboutit à un film qui n'est pas très satisfaisant. Un autre élément qui pour moi est plus discutable dans le bouquin, mais qui est en général mis en avant par les fans, c'est comment Wai Siubo se retrouve à épouser, alors je crois que c'est 8 femmes différentes. Donc moi c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas forcément très convaincu par rapport au bouquin, parce que je trouve que les personnages féminins, pour la plupart d'entre eux, sont vraiment des personnages fonction, et qu'il n'y a pas une psychologie très développée chez eux, et je trouve ça assez dommage. Mais c'est vrai que c'est quand même une particularité du livre, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, et finalement c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant dans le film. Dans le premier Royal Trump, il n'y a qu'un seul personnage féminin qui est vraiment développé, enfin deux personnages féminins qui sont vraiment développés, à savoir le personnage de la princesse, donc de la sœur de Kangxi, qui est joué ici par Xing Miyo, et qui effectivement n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est un des personnages féminins le plus intéressant du bouquin, je trouve. Et l'autre personnage féminin qui est développé, c'est l'impératrice douairière, donc jouée par Chung Man, celle qui a la régence, et qui est la belle-mère de l'empereur, et qui effectivement cache un secret, et donc qui est un personnage assez intéressant. Mais ils sont développés dans le film, mais ils suivent pas non plus totalement la manière dont ils sont décrits dans le livre, et au final ça donne quelque chose donc, qui n'est pas vraiment satisfaisant, que ce soit d'un point de vue d'un film de Stephen Chow, comme j'ai dit, parce qu'il n'y a pas cet humour délirant auquel on est en droit de s'attendre. Il y a quelques séquences comiques par-ci par-là qui marchent, évidemment, parce qu'on a Stephen Chow, donc parce qu'il est quand même capable de le faire, mais il est quand même obligé de se conformer à un personnage et une intrigue héritée du livre, mais qui n'est pas l'essence même du livre, à mon humble avis, et qui se concentre sur certains éléments qui ne sont pas si importants que ça, autour par exemple du personnage du général Mandchou, qui voudrait en fait devenir calife à la place du calife, mais qui est quelque chose qui est assez rapidement éjecté en fait du livre. C'est le personnage d'Oboy, donc ce général Mandchou très puissant, et qui finalement est éjecté du livre assez rapidement, mais là qui est central dans le premier film, qui est le principal antagoniste,
et à mon avis qui est bien interprété parce qu'il est interprété par Elvis Choi, il est sympa et tout, mais qui n'avait pas forcément besoin d'être autant développé à mon avis. Et donc c'est un film assez frustrant à tous les niveaux, je trouve, ce Royal Trump. Il y avait probablement moyen de faire quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais Wong Jing n'est pas à la hauteur et ne peut pas délivrer ce qu'on est en droit d'attendre. Alors il y a quand même, on est en plein dans la phase néo-wuxia, donc en plein dans le boom des swordsman. Donc on a des séquences d'action à la swordsman qui par contre sont bien foutues, qui sont sympas puisqu'on a Ching Soo-tung derrière. Donc là-dessus vous aurez au moins ça pour vous consoler. Vous aurez quand même un Stephen Chow qui est dynamique, qui est actif, même s'il n'est pas exploité autant qu'il pourrait. Donc on va dire qu'il y a un minimum, c'est pas un film complètement raté. À mon avis, si vous connaissez la nouvelle d'origine et que vous attendez à une bonne adaptation, vous trouverez ça raté. Mais si vous le prenez tel quel comme un film de Stephen Chow, comédie, action en costume, ça passera un minimum. Mais voilà, quand on connaît le potentiel possible du film, c'est quand même assez décevant. Et la suite est un peu au même niveau. La principale différence qu'il y a, qui est d'ailleurs assez étrange, c'est qu'ils ont remplacé Chung Man par Brigitte Lin. Donc Brigitte Lin reprend le rôle de l'impératrice douairière, qui est également en fait la leader de la secte des dragons, qui se base, ça c'est un élément qui vient de effectivement la nouvelle originale de Jin Yong, même si en réalité les personnages sont séparés. Alors là ils les ont mis en un seul personnage, mais ils ont quand même changé d'apparence, changé d'actrice, ce qui est un peu étonnant, mais probablement pour des raisons commerciales, parce que ça marque également la fin du duo, enfin le début de la fin du duo que Stephen Chow a eu régulièrement avec Chung Man, Chung Man qui était sa partenaire féminine régulière dans de nombreux films. Et cette année 1992, ça marque un peu la fin de ce duo et quelque part le changement d'actrice entre Royal Trump 1 et 2 de Chung Man à Brigitte Lin est assez symbolique donc de cette fin de Chung Man comme actrice privilégiée de Stephen Chow. Mais pour autant, ça ne permet pas de faire de Royal Trump 2 un meilleur film que Royal Trump 1. C'est le même problème, c'est-à-dire que Stephen Chow est bien dans le rôle de Watsubo proprement dit, il est dynamique, mais il n'a jamais quand même la possibilité de faire autant de gags non-sensiques que on aimerait en avoir. Et à côté de ça, du point de vue d'adaptation du roman de Jin Yong, c'est également très patchwork, c'est juste des bouts d'intrigue qui ont été mis par là, un certain nombre de personnages. Donc, il y a des personnages féminins qui apparaissent, d'autres personnages féminins en plus de celle de la princesse jouée par Ching Mi-yo, donc là entre autres jouée par Michelle Reiss. Mais pareil, normalement c'est des personnages qui sont, enfin en tout cas, qui ont des intrigues un peu plus développées dans le livre, et évidemment c'est traité de manière très simpliste et très basique dans le film, et donc ça donne quelque chose qui n'est pas convaincant, dont on n'a pas l'essentiel du livre, on n'a pas les éléments les plus importants et les plus intéressants du livre, et ça donne donc quelque chose au final de plus proche de la parodie du néo-wuxia, on va dire, qui était à l'époque assez populaire, et donc ça donne un film assez décevant, pas totalement raté, mais quand même assez décevant par rapport au potentiel qu'il a. 1992, donc année des films en costume, comme je disais pour Stephen Chow, puisque en plus de Justice My Foot, en plus de Royal Trump, il apparaît également dans King of Beggars de Gordon Chan, Gordon Chan le réalisateur des deux Fight Back to School. Ici, il interprète un jeune homme de bonne famille, mais qui est un petit peu un connard, et qui va se retrouver impliqué dans des intrigues politiques, qui va connaître une certaine déchéance avant de pouvoir remonter la pente en devenant un espèce de disciple de Soati, donc le roi des mendiants en quelque sorte. Donc là, ce qui est intéressant d'un certain point de vue pour King of Beggars, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plusieurs points. Le premier, c'est déjà qu'il y a un tournage en Chine, ce qui commençait à se mettre en place de manière assez régulière pour l'industrie cinématographique hongkongaise. Enfin, la Chine s'est ouverte à ce moment-là, et un certain nombre donc de tournages de films hongkongais ont pu avoir lieu là. C'était le cas de Il était une fois en Chine 3 par exemple, et de tout un tas d'autres films qui sont censés se passer dans une Chine ancienne. Ça va devenir la norme. Et donc de ce point de vue-là, King of Beggars y gagne, puisque ça lui permet d'avoir une production value, une direction artistique
quand même assez impressionnante, assez sympathique. Évidemment, principalement au niveau des lieux de tournage, mais également au niveau des costumes, donc ça donne quelque chose d'un point de vue visuel qui est assez réussi, assez sympa. C'est également le début d'un type de personnage qui va être nouveau, mais qui va revenir régulièrement dans la filmographie de Stephen Chow, qui est donc ces personnages arrogants, ces personnages détestables en début de film, qui vont connaître une chute assez dure, qui vont aller vraiment dans le caniveau et qui vont devoir remonter la pente. Et ça va être quelque chose qui va exploiter assez régulièrement par la suite dans un certain nombre de ses films. Et c'était quelque chose d'assez nouveau chez lui, parce que jusque-là, comme on l'a vu dans la plupart des comédies qu'il jouait, il jouait au contraire des personnages plutôt sympathiques, des personnages un peu naïfs, un peu innocents. Et donc là, ça va être un autre type, un autre archétype qui va revenir régulièrement dans son cinéma. Donc ça, c'est les bons points qu'il y a à mettre au crédit de King of Beggars. On peut également mettre au crédit de King of Beggars un certain nombre de scènes d'action plutôt sympas, assurées par le clan Yun, donc c'est de la bonne qualité, tendance un peu câblée évidemment, parce que c'était la mode à l'époque sous l'impulsion des Swordsman et de Il était une fois en Chine. Donc voilà, un certain nombre de points qui font que dans tous les cas, King of Beggars est une œuvre un minimum recommandable. Ceci étant, c'est pas un grand film de Stephen Chow à mon avis, parce qu'il y a un problème de ton qui vient probablement de Gordon Chan, qui veut essayer de manger un peu à tous les râteliers. Il essaye à la fois d'avoir un film assez sérieux et une comédie évidemment, puisqu'il y a Stephen Chow, donc ça a du mal parfois à se marier entre le côté comique et le côté sérieux, drame sérieux. Et donc on aboutit à un film qui a des ruptures de ton assez violentes et qui ne permet pas de rentrer totalement dans le côté comique. On a l'impression que le côté comique en fait est un peu retenu à cause de cette volonté dramatique. Et donc c'est un petit peu dommage, parce que ça donne donc un film qui n'est pas hilarant. Il y a quelques séquences comiques qui marchent, qui sont sympas, mais c'est pas les plus marrantes qu'on a pu avoir avec Stephen Chow, et c'est pas non plus un film du point de vue dramatique qui est si fort que ça, qui n'est pas aussi bon qu'il pourrait ou qu'il devrait l'être. Et donc un film mi-figue, mi-raisin à nouveau sur ce King of Beggars, un minimum recommandé, qui n'est pas un mauvais film comme j'ai dit, mais qui ne satisfera pas ceux qui veulent un vrai film d'action kung-fu dramatique et ceux qui veulent une vraie comédie totalement délirante. On passe à l'année 1993 avec à nouveau une suite, la suite de Fight Back to School. Fight Back to School 3, donc, réalisé ici non pas par Gordon Chan mais par Wong Jing. Donc visiblement Gordon Chan il en avait assez probablement des Fight Back to School, on le sentait déjà un petit peu sur le 2. Il est possible également que la collaboration sur The King of Beggars avec Stephen Chow était un petit peu difficile, de ce que j'ai pu comprendre. Donc il a probablement décidé de jeter l'éponge sur ce Fight Back to School 3, et c'est donc Wong Jing qui a récupéré la franchise, qui a récupéré le bébé. Alors on pourrait craindre le pire, parce que mine de rien, en dehors de God of Gamblers 3, Back to Shanghai, comme je l'avais indiqué, la collaboration Wong Jing-Stephen Chow, c'était pas la catastrophe, mais c'était pas non plus les étincelles attendues, ça donnait pas forcément des trucs trop géniaux. Mais surprise, sur ce Fight Back to School 3, ça marche plutôt bien. Ça fait partie du haut du panier de la collaboration entre les deux hommes. Alors soyons bien clairs, ça n'a plus grand chose à voir en fait avec les Fight Back to School, hein, puisque là il n'est pas question d'être un agent undercover dans une école, dans un lycée. Ici en fait il prend la place d'un millionnaire qui a été tué et dont il ressemble exactement trait pour trait. Ça c'est exactement le type de coïncidence que Wong Jing adore dans ses scénarios. Et donc il va prendre la place de ce mari décédé, parce que le principal suspect de son meurtre, c'est sa femme, jouée par Anita Mui, et donc il va devoir infiltrer, se faire passer donc pour le mari, et ainsi réussir à élucider le meurtre du milliardaire. En fait, derrière ce scénario se cache une parodie très clairement assumée de Basic Instinct de Paul Verhoeven. Hein, c'est clairement ce qui sert à la base du scénario et ce qui va revenir régulièrement. On va avoir droit à certaines des séquences emblématiques du film de Verhoeven qui vont être parodiées, dont bien sûr la séance d'interrogatoire. Et ça marche étonnamment bien, parce que finalement c'est un scénario qui est assez prétexte,
Contrairement à King of Beggars, contrairement à Royal Tramp, il n'y a pas vraiment de velléité dramatique assumée. Ici, on a juste un fil rouge, donc basé sur le film de Verhoeven, et ça va être un prétexte pour avoir tout un tas de séquences comiques totalement délirantes, totalement absurdes, loufoques. Et donc, vu que ça va être libéré de ce carcan dramatique, ça va vraiment pouvoir donner de la comédie à 200%, à fond les ballons, et vraiment et beaucoup de séquences comiques très très drôles. C'est bien aidé évidemment par la présence d'Anita Mui qui donc avait montré qu'elle pouvait faire un duo excellent avec Stephen Chow dans Justice My Foot, et donc là elle le fait. Alors les deux sont en mode totalement comique, hein, comme tu dis, on est moins dans le côté plus touchant et plus sérieux de la relation romantique qu'il pouvait y avoir dans Justice My Foot. Mais là on est vraiment dans la surenchère de comédie, mais ça marche très très bien parce que, comme on l'a vu, les deux acteurs marchent très bien ensemble. On a également Anthony Wong qui joue un des principaux bad guys et qui est vraiment bien. Alors c'est qu'encore l'Anthony Wong tendance catégorie 3, on sent qu'il est encore en mode un peu vulgos hardcore, mais ça marche très bien également dans cet environnement comique. Il est tout à fait capable de se mettre au diapason des autres acteurs que sont Stephen Chow et Anita Mui. On a également quelques gags référentiels puisqu'il y a des parodies de God of Gamblers. Donc c'est bourré de parodies, c'est bien assuré au niveau du rythme. L'intrigue en elle-même n'est pas particulièrement palpitante, mais elle n'a pas vocation à l'être. C'est vraiment tout pour la comédie. Et donc de ce point de vue-là, c'est plutôt sympa. C'est pas pour autant une comédie majeure, une œuvre majeure dans la filmographie de Stephen Chow, mais on peut dire que c'est une bonne petite surprise pour qui veut vraiment de l'humour délirant à la Stephen Chow. Il y aura ce qu'il faut, il n'y aura pas plus, mais de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt sympa et donc assez recommandé ce Fight Back to School 3. On continue en 1993 avec un film de Joe Chu qui s'appelle My Hero 2. Qui est donc assez logiquement la suite de My Hero qui avait été réalisé par Lon Karian, dont on avait déjà parlé dans la première vidéo. Alors quand je dis suite assez libre, hein, parce que ça ne suit pas en fait grand chose par rapport au premier, mais ça garde, on va dire, un concept assez similaire avec un personnage qui est un auteur de manhwa, donc les mangas, les comic books, les bandes dessinées hongkongaise, et qui a beaucoup de mal à trouver l'inspiration, et il va trouver l'inspiration en fait à la fois dans un autre manhwa qui est le manhwa en gros de My Hero, et il va voir quelqu'un qui ressemble d'après lui à un des personnages du manhwa en question, et il va le suivre pour essayer de trouver l'inspiration pour pouvoir faire son propre manhwa. Donc ça c'est le concept de base, mais en réalité ce qu'on a avec My Hero 2 c'est tout simplement un film totalement opportuniste qui essaye de surfer sur le succès incroyable qu'avait Stephen Chow au box-office en faisant un sous-Stephen Chow. Et pour faire un sous-Stephen Chow, évidemment, il faut quelqu'un qui soit capable, ou en tout cas qui donne l'impression de pouvoir faire du Stephen Chow. Et il y avait quelqu'un qui a fait quasiment toute sa carrière dans les années 90 dans ce registre de sous-Stephen Chow, c'est Dickie Chung. Et Dickie Chung, donc, c'est lui le héros, c'est lui qui est à l'affiche de My Hero 2. Et soyons bien clairs tout de suite, Dickie Chung, c'est vraiment très mauvais. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui singe Stephen Chow. C'est clair qu'il est complètement à copier tous ses maniérismes, à faire exactement les mêmes trucs, sauf que c'est Dickie Chung, c'est pas Stephen Chow. Et donc l'imitation, c'est que ça, et il n'y a pas du tout l'essence de Stephen Chow, et ça se ressent, et ça donne des trucs qui sont toujours très limite et assez gênants, je trouve. Et le plus gros problème, c'est que c'est souvent pas très drôle en fait. Et voilà le péché originel de Dickie Chung, on va dire, c'est qu'il imite, mais il parvient pas à voir le véritable génie comique de Stephen Chow, et donc ça donne quelque chose qui est plus gênant qu'autre chose. Et c'est le cas donc dans ce My Hero 2, avec en plus la pratique assez malhonnête de réutiliser quelques scènes du métrage originel de Lon Karian avec Stephen Chow, histoire de renforcer le fait qu'il est dans le film, histoire de renforcer également l'affiliation avec Dickie Chung. Il y a une scène où Dickie Chung s'habille exactement comme Stephen Chow dans My Hero et prend la même pose quand il est comme ça, qui est la pose qui a servi pour le poster de My Hero, et donc il refait exactement la même chose.
en rajoutant, en faisant des tonnes, parce que c'est Nicky Chung, parce qu'il n'a pas ce talent naturel de Stephen Chow en matière de comédie, et donc ça donne quelque chose d'assez lourd. Pour renforcer également l'affiliation, eh ben, ils ont débauché évidemment Mantat, qui est en mode ultra surjeu, hein, comme on peut s'y attendre dans ce genre de truc. C'est vraiment pas terrible. Déjà, à la base, j'allais dire, à la base, My Hero, c'était pas un grand film, donc quelque part, faire une suite, on peut se poser la question, mais vu que la suite n'en est pas vraiment une et reprend plutôt le concept original de My Hero, qui lui était bon, enfin, reprend le concept. C'est pas exactement le même concept. Mais en tout cas, il y a cette idée d'utiliser la réalité autour du personnage comme source d'inspiration pour ses propres créations artistiques, pour ses propres bandes dessinées. Et ça, c'est un truc qui marche plutôt bien. On est un peu dans le même type de mécanisme que le Magnifique de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, où l'artiste va utiliser sa vie quotidienne pour nourrir ses récits. Et ça va donner des choses assez rigolotes. Donc c'est un peu le même mécanisme, et c'est un mécanisme qui marche très bien, mais pour ça il faut quand même un minimum de talent derrière et devant la caméra. Et là on est quand même dans le bas du panier de l'industrie cinématographique hongkongaise, donc ça donne quelque chose qui n'est vraiment pas terrible, un peu cheap. Et pas très drôle en fait, c'est ça le problème. Hein. À la limite, les acteurs secondaires essayent de faire quand même quelque chose, mais à mon avis, ça suffit pas. Ça reste quand même une comédie tendance série B, voire C, et qui n'est pas vraiment notable et qui n'est évidemment pas recommandable. Comme j'ai envie de dire, quasiment l'intégralité de la carrière de Dicky Chung. Hein. Dicky Chung, c'est vraiment la poubelle du cinéma hongkongais, j'ai envie de dire. Et donc je ne peux pas vous inciter à la regarder, sauf si vous voulez vous moquer de lui. Dans ce cas-là, allez-y, à fond les ballons, et pourquoi pas avec ce My Hero 2. Heureusement, on va très vite remonter le niveau avec Flirting Scholar, donc réalisé toujours en 1993 par Lee Lik-chi, et qui, de mon point de vue, est un des tout meilleurs Stephen Chow. Donc vous voyez, on a quand même déjà pas mal de très très bons Stephen Chow dans cette vidéo, dans cette partie de sa carrière. C'est vraiment pour moi le moment, quelque part l'âge d'or de Stephen Chow. C'est le moment où il enchaîne les grands films, et il va en avoir encore quelques-uns après celui-là. Et donc dans Flirting Scholar, en fait, Stephen Chow est Tong Pak-fu, qui est un lettré particulièrement connu, apprécié pour ses talents, qui vit à Suzhou, qui est marié à 8 femmes. Malheureusement pour lui, ces 8 femmes ne l'aiment pas vraiment, et lui ne les aime pas vraiment non plus. En fait, elles sont juste là pour jouer au mahjong et profiter de sa renommée. Heureusement pour lui, il tombe amoureux d'une servante jouée par Gong Li, qui appartient, hélas, à une famille concurrente, on va dire une famille rivale de celle de Tong Pak-fu. Et donc il va essayer de s'introduire dans la résidence de cette famille en se faisant embaucher comme domestique à son tour, de manière à pouvoir séduire la belle Gong Li. Le personnage de Tong Pak-fu s'inspire de Tang Yin, qui était un véritable lettré de la dynastie Ming, et qui était très célèbre pour ses peintures et ses calligraphies. Donc c'est pour ça que vous avez un certain nombre de séquences dans le film où Stephen Chow fait de la peinture, fait de la calligraphie. Sauf que évidemment c'est Stephen Chow et c'est Lee Lik-chi derrière la caméra. Lee Lik-chi qui, comme je l'ai déjà dit, est pour moi un des meilleurs réalisateurs de comédie, en tout cas de moleito, durant ces années 1990. Et donc ça donne quelque chose de totalement délirant. Toute la séquence où Stephen Chow peint un paysage en utilisant Nat Chan comme accessoire de peinture est absolument génial, c'est délirant à souhait. C'est probablement un des meilleurs rôles de Nat Chan, j'ai envie de dire, quand il est utilisé comme ça, utilisé et abusé. C'est parfait, c'est vraiment excellent. Et tout le reste du film est à l'avenant. En fait, l'intrigue en elle-même est assez basique et un peu passe-partout. Ça sert d'une espèce de fil rouge pour élaborer tout un tas de gags délirants autour de ça, et ça le fait extrêmement bien. Il y a vraiment plein d'idées géniales, il y a vraiment plein de gags absolument hilarants. Après, je ne vais pas forcément tous vous les citer parce que ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux que vous regardiez le film vous-même, mais moi il y a quand même certaines des scènes de Flirting Scholar qui sont vraiment pour moi parmi les meilleures de Stephen Chow, quand on lui prend par exemple le pouls et que ça se transforme en espèce de rythme de techno. Enfin, c'est tellement bon tous ces trucs, les gags sont géniaux.
On a un bon casting secondaire malgré la présence d'Anna Chan. Le plus surprenant, c'était au niveau du casting féminin, j'ai envie de dire. Outre qu'on retrouve Gong Li, qui est dans un rôle peut-être un petit peu moins exigeant que God of Gambler 3. Je suis pas sûr qu'on peut exactement le traiter comme ça. Enfin, en tout cas, elle est dans un rôle assez simple, hein, la servante que Stephen Chow va désirer, donc quelqu'un de très gentil, très belle. Il n'y a pas grand-chose de plus, on va dire, derrière le personnage. Il faut savoir quand même que Gong Li, elle avait un petit peu de mal avec ce type de film. J'en avais déjà un petit peu parlé sur God of Gamblers 3 Back to Shanghai, mais c'était visiblement encore le cas dans Flirting Scholar où elle devait jouer le jeu et entrer dans cette espèce de comédie délirante et outrée qu'est le Moleito à la hongkongaise, et c'était visiblement quelque chose assez difficile à faire pour elle. Mais en tout cas, moi je trouve que ça marche justement parce que elle reste quand même sérieuse la plupart du temps et ça donne un espèce de contrepoint à toutes les conneries qui se passent autour. C'est un peu le principe du clown blanc mais qui serait entouré ici d'Auguste qui font absolument n'importe quoi. Et je pense que ça, mine de rien, ça aide à faire que la comédie marche encore mieux, même si de temps en temps elle se prête au jeu également et elle fait elle-même quelques trucs délirants. Mais l'autre personnage féminin qui est vraiment intéressant, c'est celle qui joue la matriarche de la famille rivale, donc celle pour laquelle Gong Li travaille, à savoir donc Cheng Pei-Pei. Cheng Pei-Pei qui était une des grandes stars du wuxia dans les années 60-70 et qui était revenue à Hong Kong et qui a fait un espèce de comeback dans les années 90 dans des rôles secondaires mais certains assez marquants. Et là, elle est vraiment excellente. Elle montre qu'elle a un véritable talent comique, un véritable tempérament comique. On était un peu dans cette espèce de mode, quelque part, il y a toujours cette espèce d'influence, Anita Mui, Joséphine Siao, ce genre de personnage féminin à la fois autoritaire mais également un peu fou. C'est quelque chose donc, à la Drunken Master 2, à la Justice My Foot, à la Fong Sai-yuk. Et c'est un peu ça qui se retrouve à nouveau ici. Et Cheng Pei-Pei est excellente dans ce registre, elle est vraiment très bien. On a donc Lily Chi derrière la caméra qui, comme je l'ai dit, sait vraiment vendre les gags, sait vraiment placer les ralentis quand il faut, il va trouver la contre-plongée, il va trouver le montage juste de manière à couper exactement au moment où il faut la réaction de Stephen Chow et voir sa tête totalement hallucinée ou je ne sais quel autre type de réaction outrée qui marche excellemment bien. Lily Chi, encore une fois, fait du très bon boulot sur Flirting Scholar, qui a été un gros succès évidemment au box-office hongkongais et pour de bonnes raisons. Encore une fois, pour moi, c'est un des tout meilleurs Stephen Chow, donc c'est plus que recommandé évidemment. Et le dernier film de cette année 1993, c'est The Mad Monk de Johnny To. Donc vous voyez, au niveau de la productivité, par contre, ces années où il enchaînait genre 6-7 films en une année, c'est derrière lui. Là maintenant il commence un petit peu à ralentir son rythme avec 3 films environ par an. Et donc là c'est le cas avec ce Mad Monk dans cette année 1993, réalisé donc par Johnny To, la deuxième collaboration entre Johnny To et Stephen Chow après Justice My Foot. Moi j'avais déjà quelques réserves sur Justice My Foot, même si je pense qu'il a des qualités. Malheureusement Mad Monk c'est vraiment tout le côté difficile de la collaboration entre Johnny To et Stephen Chow sans les bons points qu'avait réussi à amener Johnny To avec la relation féminine, la relation entre Stephen Chow et Anita Mui. Le film est ouvertement fantastique puisque ça commence dans le paradis chinois dans lequel Stephen Chow est un dieu mais qui s'est retrouvé un petit peu en conflit avec les autres dieux. Donc il se voit banni sur Terre et pour pouvoir revenir au paradis, il doit être capable de changer la vie de 3 personnes, mais le faire sans utiliser ses pouvoirs. Et donc parmi ces 3 personnes, la plus intéressante, on va dire, c'est Maggie Cheung. Pour moi, le film a vraiment plein de problèmes. C'est vraiment pas un bon Stephen Chow ni un bon Johnny To, évidemment. Déjà, la production value, le côté visuel, le côté esthétique est pas particulièrement glorieux. La description du paradis, c'est assez cheap avec un max de fumée, quelques éclairages un peu disco,
un décor de studio évidemment, et hop, vas-y. On n'est pas à un niveau beaucoup plus élevé que ce que faisait Shang-Chi sur un film comme Heaven and Hell dans les années 70. On en est encore réduit à ce niveau d'imagination et d'expertise quand il s'agit de créer ce genre de vision fantastique. Donc c'est un petit peu triste. Après, évidemment, une fois qu'on se retrouve sur Terre, on est dans les sillons des multiples films en costume qui pouvaient être faits à Hong Kong durant cette époque. Donc c'est correct, mais rien de particulièrement impressionnant par rapport à la concurrence. Et puis surtout, en fait, l'humour ne marche pas vraiment, puisqu'on retrouve un peu le même côté un peu laborieux qu'il y avait dans Justice My Foot, dans certaines blagues. Et le film essaye évidemment d'intégrer des éléments bouddhistes, mais ça ne marche pas vraiment. C'est pas particulièrement enrichissant d'un point de vue intellectuel, et ça ne donne pas non plus pour autant des blagues particulièrement inspirées. Donc ça ne marche pas. Si on veut vraiment gratter, on peut penser que quelque part c'est un film qui annonce des œuvres comme Running on Karma, donc quelque chose qui essaye de mélanger un aspect comique et un aspect un peu plus philosophique et religieux. Bon, c'est vraiment, si on veut être très gentil envers ce Mad Monk, qu'on peut avoir cette analyse, et si on veut essayer de trouver des correspondances dans la filmographie de Johnnie To, ça peut s'argumenter. Bon, pour autant, ça n'en fait pas un bon film. Mad Monk, comme je dis, hélas, ça fait partie du ventre mou de la filmographie de Stephen Chow, tout particulièrement durant cette période. Alors c'est vrai qu'il souffre également d'être dans une série d'excellents films de Stephen Chow, et quand on a un truc comme Mad Monk, alors qu'on vient de prendre un Flirting Scholar et qu'on va prendre le film dont je vais parler après, qui est également quasiment un chef-d'œuvre de Stephen Chow, c'est vrai que le Mad Monk, en comparaison, il souffre grandement. Donc c'est pas vraiment un film de Stephen Chow que je vous recommanderais. C'est intéressant parce qu'il y a Johnnie To, parce qu'il y a Stephen Chow, parce qu'il y a Maggie Cheung également, donc ça peut être un argument de visionnage, mais ne vous attendez pas à quelque chose de particulièrement brillant, parce que ça n'est vraiment pas le cas. Comme je le disais, le film suivant, c'est quasiment un chef-d'œuvre, et avec le film suivant, on rentre dans l'année 1994, et donc il s'agit de Love and Delivery, réalisé par Lily Chi à nouveau. Love and Delivery, donc, ça suit Stephen Chow, qui est un petit serveur de restaurant, qui tombe amoureux de la très belle Christy Chung. Christy Chung qui est passionnée par les arts martiaux, qui s'entraîne dans un club, et qui aime aussi les hommes forts, les hommes qui sont capables de se battre et d'avoir un certain sens de la justice. Et évidemment, Stephen Chow, lui, qui ne connaît rien aux arts martiaux, qui est un petit serveur un petit peu maladroit, un petit peu loser, il a peu de chances de pouvoir séduire la belle, mais il va trouver une solution en allant apprendre les arts martiaux auprès d'un maître mystérieux incarné par Mantat, et ça va donner quelque chose d'assez explosif. Love and Delivery, c'est un des films de Stephen Chow dans lequel on le sent vraiment le plus, le côté inspiration manga. Il y avait une période où on disait souvent que c'était une adaptation non officielle de Noritaka, qui était un manga sur un pratiquant de boxe thaï, un manga tendance comique. Alors, je pense pas que ce soit proprement dit une adaptation officielle ou officieuse de Noritaka, mais c'est vrai que Stephen Chow s'est énormément nourri d'animation japonaise, de manga, et ça se ressent vraiment énormément dans Love and Delivery, avec beaucoup de gags qui semblent effectivement tirés de ce type de référence, de ce type de source. Mais ça marche très très bien. C'est, comme je l'ai dit, un des tout meilleurs films de Stephen Chow. La référence à la culture japonaise, elle apparaît également dans la manière dont il se grime en super inframan, ou en tout cas une espèce de version cheap de super inframan, en reprenant même certaines de ses techniques. Il faut savoir que c'est un film qui a été assez difficile, assez laborieux pour Stephen Chow et son équipe à faire, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver les bons gags. Enfin, ils ont beaucoup lutté du point de vue du scénario, du point de vue de la réflexion,
sur comment essayer de faire que le film soit meilleur que les autres, sur proposer quelque chose d'inspiré et de vraiment drôle. Ils se sont vraiment torturé l'esprit pour y arriver et je pense qu'ils ont réussi, ils y sont parvenus parce que, comme j'ai dit, c'est un des films les plus drôles de Stephen Chow. Il y a tout un tas de gags absolument géniaux. Alors c'est pareil que pour Flirting Scholar, c'est difficile d'en parler sans les décrire et je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez le film plutôt que ce soit moi qui vous décrive les gags. Ça marchera largement mieux avec la tête de Stephen Chow. Mais ce qui est le plus intéressant peut-être dans le film, j'aurais tendance à dire, c'est la relation avec Mantat. Là, ils sont vraiment au top de leur game, les deux acteurs. Toutes les scènes où Stephen Chow est en train d'étudier sous la direction de Mantat sont absolument géniales. Il y a une relation à la fois, évidemment, extrêmement drôle, mais il y a aussi quelque chose d'un peu tendre sur ce côté roublard, sur le côté arnaqueur qu'il y a. Il y a quelque chose de vraiment touchant parce que je pense qu'à ce stade de leur carrière, ils étaient vraiment totalement habitués à travailler ensemble et ils étaient capables de marcher au quart de tour, ils étaient capables de réagir exactement comme il fallait l'un avec l'autre. Donc ça donne des trucs absolument géniaux. On a évidemment toutes les séquences avec Garfield, fameuse référence hongkongaise à Garfield. Si vous êtes un amateur de films de ninja, de la AFD, vous êtes habitué probablement au téléphone Garfield, ce genre de trucs. Il y avait plein de références à Garfield dans les films des années 90 et un peu des années 80 de Hong Kong. Allez savoir pourquoi, c'était visiblement quelque chose, un personnage qui était assez populaire. Et donc là, il l'utilise d'une manière totalement inédite, totalement différente des autres et qui est absolument géniale. Encore une fois, je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais normalement, ça vous fera hurler de rire. C'est difficile vraiment de résister. Et puis, il y a également toute la séquence de fin pendant laquelle Stephen Chow doit affronter Ben Lam. Ben Lam qui était un ancien cascadeur de Jackie Chan et qui avait fait la transition à la fin des années 80. Il avait été poussé pour devenir une espèce de star de l'action. Il n'avait jamais vraiment réussi à transformer l'essai. Mais durant les années 90, c'était devenu un acteur de complément, un acteur secondaire très efficace, tout particulièrement quand il s'agissait évidemment de faire un petit peu d'action. Et là, tout son combat de fin contre Stephen Chow avec 36 000 tactiques psychologiques utilisées par Stephen Chow et Mantat, c'est absolument génial. J'ai revu la plupart des films dont je parle là pour pouvoir faire cette rétrospective. Love on Delivery, évidemment, j'en avais d'excellents souvenirs, mais je ne l'avais pas revu depuis un certain temps, donc après on peut, avec un revisionnage, se rendre compte que finalement c'était peut-être pas aussi bien que ce qu'on avait l'impression, mais là pas du tout, même en connaissant les gags à l'avance, ça me faisait vraiment encore pouffer de rire, je trouvais ça génial à chaque fois, et donc ça n'a pas vieilli, j'ai envie de dire, c'est assez intemporel, et je pense donc que ça fait partie des tout meilleurs top 5, top 3 de Stephen Chow. C'est vraiment absolument génial, un must absolu si vous êtes amateur de Stephen Chow, si vous êtes amateur de cinéma de Hong Kong et si vous êtes simplement amateur de bons films. Il faut vraiment le voir, Love on Delivery, et je pense que vous ne le regretterez pas. En 94, on a également la quasi dernière collaboration entre Wong Jing et Stephen Chow pour Hail the Judge. Alors en fait, ils referont un film ensemble, mais quelques années plus tard, et Stephen Chow aura un rôle assez secondaire en réalité. Donc là, la vraie dernière collaboration entre les deux hommes, j'ai envie de dire, c'est plus ce Hail the Judge. En fait, avec Hail the Judge, on est dans un espèce de mélange entre Justice My Foot pour ce côté film de procès, ce côté personnage qui a du bagou et qui est capable de battre ses adversaires par ses discours, par ses arguments, par sa manière de penser. Et à côté de ça, on a une structure un peu plus à la King of Beggars, donc non pas avec un Stephen Chow innocent, naïf, charmant, comme ça a été le cas dans la plupart des films de sa filmographie jusqu'ici, mais avec un personnage qui est mauvais au début et qui va souffrir, qui va tomber, qui va avoir une véritable déchéance et qui va devoir remonter
pour pouvoir devenir une meilleure personne, donc un Rise and Fall version comédie. Et donc en l'occurrence dans Hail the Judge, Stephen Chow est donc un juge durant la dynastie Song et qui est un juge corrompu, donc évidemment quelqu'un qui n'est pas très apprécié par le peuple, et il va se faire en fait manipuler à un moment par un avocat et une famille puissante, et donc il va se retrouver à devenir le bouc émissaire pour permettre d'innocenter le fils d'un notable qui en réalité est coupable de crime. C'est lui donc qui va devoir pour gros porter le chapeau, et il va donc être mis en prison, mais il va réussir à s'en sortir, et il va pouvoir évidemment assouvir sa vengeance et rendre la justice à la fin. Donc en plus des éléments dont j'avais parlé, le côté King of Beggars, le côté Justice My Foot, on a également des éléments de l'univers de Wong Jing qui reviennent, puisqu'on a un personnage d'officiel un petit peu agressif, qui semble tout droit tiré de Royal Trump et qui est joué à nouveau par Elvis Choi. Donc on a encore une fois un autre élément. Donc c'est assez typique quelque part, on va dire, de Wong Jing, puisqu'il adore reprendre des bouts d'autres films qui marchent et puis il refait un truc à sa sauce, il rajoute quelques blagues graveleuses, bas de plafond ou bas de ceinture, et puis voilà, roule ma poule, on est bon. Ceci étant, ici, la formule marche plutôt pas mal. Le film est inégal dans le sens où il y a énormément de ruptures de ton. On passe vraiment d'un moment qui se veut sérieux à un moment totalement délirant, à un moment très violent. C'est assez peu maîtrisé de ce point de vue-là, même si ça a aussi un certain charme, hein. Ça a un petit côté justement cinéma hongkongais imprévisible qui est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous aimons, en tout cas que moi j'apprécie. Donc finalement, on s'y fait, c'est pas trop gênant, même si peut-être qu'une meilleure gestion de l'intrigue et du ton aurait permis de faire passer le film à un niveau au-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'il y a vraiment des séquences très drôles, et donc au final, en tant que comédie, ça marche plutôt bien. Il y a évidemment un bon cast secondaire, Mantat comme il se doit, Elvis Choi, donc comme je l'ai évoqué. On a Lawrence également, qui était un habitué de la catégorie 3 à cette époque. On a Nai Singh aussi, Colin Chou de son nom actuel, qui était le protégé de Sammo Hung, et qu'on va retrouver quelques années plus tard dans le deuxième Matrix, qui est bien ici, qui joue le méchant, le fils de notable, qui est tout à fait délicieux dans sa méchanceté. Donc très bon cast secondaire. Chung Man, dont c'est là pour le coup le dernier film avec Stephen Chow, donc j'avais déjà dit qu'il commençait à être sur la fin, et c'est vrai que Hail My Judge a un côté un peu passage de flambeau, puisqu'on a à la fois Chung Man et Christy Chung qui était la star féminine de Love and Delivery, et donc on sent que voilà, il est en train de passer à d'autres actrices, et donc là c'est la dernière collaboration avec Chung Man. Il trouvera d'autres bonnes actrices pour travailler avec lui, et comme on a vu avec Anita Mui sur Justice My Foot, ça peut tout à fait marcher. Donc quelque part c'est probablement une évolution bénéfique, on va dire, même si moi personnellement j'aime bien Chung Man et j'aimais bien la collaboration qu'il y avait entre les deux. Donc ça fait un petit pincement au cœur quand on est amateur de Chung Man et de sa collaboration avec Stephen Chow, mais très honnêtement ça ne va pas forcément donner quelque chose de mauvais, bien au contraire. Donc ce Hail My Judge, c'est pas un film qui est impératif dans la filmographie de Stephen Chow, hein. Ça souffre quand même d'un certain nombre de scories habituelles, on va dire, chez Wong Jing, même si on est quand même au-dessus, à mon avis, de films comme Tricky Brains ou God of Gamblers 2. On est en dessous par contre de God of Gamblers 3, Back to Shanghai. C'est un bon Stephen Chow, recommandable, sympa, mais très loin d'être le mieux, et qui peut-être lui encore une fois lui aussi souffre d'être pris entre d'autres films beaucoup plus marquants, en l'occurrence les collaborations entre Stephen Chow et Lily Chi, qui nous avait donné Flirting Scholar, qui nous avait donné Love and Delivery la même année, et qui nous donne un autre excellent film en 1994, donc l'année de Hail the Judge et Love and Delivery.
et c'est From Beijing with Love, Bon baiser de Pékin, qui était sorti en HK vidéo en France, un des rares films de Stephen Chow à être sorti en France. Et c'était une bonne pioche. Alors évidemment, comme son nom l'indique, on est dans une espèce de parodie de James Bond, hein, tout le générique de début le montre clairement, et il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents dans le film avec une séquence d'exposition de gadgets, des trucs comme ça, qui est d'ailleurs absolument génial. Donc on a en gros l'espèce de structure, encore une fois, un peu à la James Bond, mais après le film est quand même avant tout un moleito, et il y a vraiment l'univers Stephen Chow, j'aurais tendance à dire, plus que l'univers James Bond. C'est moins marqué que certaines autres parodies de James Bond qui essayent de vraiment tout reprendre. Côté James Bond, là il y a vraiment l'univers Stephen Chow avec ses personnages un petit peu à côté de la plaque, un petit peu excentriques. Donc avec Lau Kar-ling qui joue l'espèce de Q ici, qui a des inventions absolument géniales. Il y a également, mine de rien, une petite attaque assez marquée envers la Chine continentale, le système de Chine continentale, le système judiciaire. Ça peut paraître assez bénin, et d'autant plus que c'est fait pour la comédie, donc c'est pas très très grave, mais il faut quand même savoir que les autorités de Pékin n'ont pas aimé du tout, et que à cause de ce film, Li Liqi s'est retrouvé sur liste noire pendant quelques temps des autorités dans le Nord. Et très certainement, un film comme ça ne pourrait plus se faire aujourd'hui. C'est absolument certain, ça serait vu comme une attaque contre la loi de sécurité nationale. Donc être capable de voir des films comme ça produits, et même si c'était donc à une époque où Hong Kong était encore britannique, mais enfin ça fait quand même du bien de voir cet esprit à la fois critique et ironique, et être capable de détourner ça de manière humoristique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je n'ai pas évoqué l'intrigue, en fait l'intrigue est assez simple. On a un crâne de dinosaure chinois qui a disparu, et Stephen Chow, qui était un ancien agent secret d'élite, se voit mandaté pour le retrouver. Et il va faire équipe avec une autre agent qui est jouée par Anita Yuen. Anita Yuen, qui était une des actrices probablement les plus populaires dans les années 90, hein, si Chai Chung c'était la personnification du Hong Kong des années 80, on peut dire que Anita Yuen c'était la personnification des années 90, et son duo avec Stephen Chow marche vraiment bien, alors que Anita Yuen peut être une actrice assez inégale dans ses prestations, et ici elle est vraiment comme il faut, et il y a toute une séquence d'anesthésie avec un film porno qui est absolument incroyable, qui est délirante et qui est super drôle. Il y a vraiment beaucoup de scènes très très drôles, et ça fait partie donc des excellents Stephen Chow. Maintenant, moi, tant qu'à comparer avec les meilleurs films de Stephen Chow de la période, je le trouve quand même un cran légèrement en dessous. Ça reste du très bon film, ça reste du très bon Stephen Chow, mais c'est vrai que quand je veux voir le meilleur de Stephen Chow, ou quand je veux voir le meilleur de la collaboration entre Stephen Chow et Li Liqi, j'ai plus tendance à me tourner vers Love and Delivery, vers Flirting Scholar, voire Magnificent Scoundrels, plutôt que Bon baiser de Pékin. Ça n'empêche pas que c'est un très bon film, mais ça montre simplement que le niveau de qualité qu'avait atteint la collaboration Li Liqi et Stephen Chow était tel que même un film aussi bon que Bon baiser de Pékin est légèrement en dessous par rapport aux trois quasi chefs-d'œuvre dont je viens de parler un petit peu avant. Donc évidemment, ça reste un film extrêmement recommandé, d'autant plus qu'il est beaucoup plus accessible que les autres films dont j'ai parlé. Donc n'hésitez pas à aller le voir, mais prenez-le, j'ai envie de dire, comme une porte d'entrée dans l'univers de Stephen Chow, et que ça vous motive à voir les autres films que j'ai évoqués, et tout particulièrement donc les autres films de cette collaboration extrêmement fructueuse de Li Liqi et de Stephen Chow. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo consacrée à la carrière de Stephen Chow. Dans la troisième et ultime vidéo de cette rétrospective, on va parler de l'année 1995 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir Stephen Chow continuer sur sa lancée avec des films toujours particulièrement brillants,
dont le fameux Shaolin Soccer, et on va également voir le tournant qui va prendre en mode coproduction avec la Chine dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc avec des titres comme le New King of Comedy ou bien encore The Mermaid. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous en avez. Et moi, donc, je vous retrouve très bientôt pour la conclusion de cette rétrospective consacrée au roi de la comédie cantonaise, qu'est l'incontournable Stephen Chow. À très bientôt.